C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je vous accueille avec plaisir pour ce 23e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast qui patiemment attend toujours une réponse d'Irène Jacob et de l'Institut Lumière quant au retrait du prix Lumière à Gérard Depardieu. Toutes les références pour lire, partager et signer notre tribune sont sur nos comptes Twitter, Instagram et le Club Mediapart. On en reparle peut-être plus tard dans l'émission. Cela dit, et sans transition, Une invention sans avenir, c'est aussi le podcast qui en ce mois de février vous parle de cinéma, d'amour et bien plus encore. Amour en tout genre, sous toutes ses formes, toutes les configurations et sans aucune révérence pour les conventions amoureuses et hétéropatriarcales. Même si sur ce point, avec mes 3 enfants et mon monospace, j'ai quand même un peu le monopole du gros cliché. Bon. Que voulez-vous, les clichés, c'est aussi le cinéma qui les fabrique, alors. C'est pas un concours, hein, Robin. Mais si ça en était un, il aurait gagné. J'essaye quand même d'être un peu lucide sur moi-même. Bref. On va parler de tout ça. D'abord avec celui et celle qui ont juré fidélité à ce podcast jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bah oui, on l'a créé ensemble. Raphaël et Alice, salut. Salut. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est moi qui vous ai fait une infidélité puisque c'était un épisode en présentiel, donc j'étais pas là. Ouais, on t'a un peu trahi sur ce coup-là. On a été obligé de regarder un film complotiste d'extrême droite et t'étais même pas là, quoi. C'est ça. J'avais une sale excuse qui était d'habiter de l'autre côté de l'Atlantique et de pas pouvoir venir à la soirée complotisme. Et puis, pour parler d'amour et de cinéma, on a invité 2 spécialistes, puisqu'elles animent ensemble le podcast Rome Comment, Clara et Flore. Salut! Bonjour. Et merci d'être venues toutes les 2, et en plus avec une chronique chacune. On a vraiment bien hâte de parler avec vous de cinéma et d'amour. 2 chroniques de votre part, ça me permet de... Moi, j'ai rien préparé, j'ai pas de chronique cet épisode. On enregistre à 2 semaines du rendu de ma thèse, fait que ça m'arrange vraiment, on s'entend. Oh là, chapeau, ça c'est beau quand même. Ouais, ça c'est une cascade à ne pas reproduire chez soi, hein, franchement. Ne faites pas ça chez vous, c'est complètement déraisonnable. Est-ce que tu dirais que c'est une histoire d'amour, la thèse, Robin? Est-ce que tu dirais que c'est une histoire d'amour toxique? Bah là, on arrive à la rupture bientôt. Est-ce que tu es sous emprise? Complètement. Ça va pas du tout. Aidez-moi, bref. En un mot, pour revenir à vous, Clara et Flore, votre podcast Rome Comment, c'est quoi? Rome Comment, c'est tout d'abord une histoire d'amour aussi. Une histoire qui a commencé comme toutes les plus belles histoires d'amour autour d'un tonneau dans un pub dans le 19e arrondissement de Paris. Là, tu enjolives l'histoire parce que c'était vraiment un PMU, hein, plus qu'un pub. Mais ouais, j'avoue, c'était grave un PMU, pardon. C'était un PMU et c'est un podcast qu'on a depuis maintenant quasiment 5 ans où on parle spécifiquement de comédie romantique, de rom-com, et on essaie d'analyser chaque film sous un trope qu'il y a dans ce film et on essaie un peu de décortiquer avec une analyse à la fois humoristique mais un peu engagée les histoires d'amour du cinéma. Très de gauche. Ouais. Un peu engagée, elle a dit. Et voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Plutôt de gauche. Engagée. Ouais. Wokiste. C'est ça coche toutes les cases d'une invention sans avenir, c'est bon, merci et bienvenue. Et quand vous nous avez invités, nous on a été faire notre enquête, on a vu votre épisode contre la police et on était là. Et mais c'est bon, c'est une safe place. On est parmi les nôtres. J'ai allumé mon gyrophare. J'étais comme ça. Bon, bah, je pense que c'est bon. On est en bonne compagnie aujourd'hui. Allez, pour terminer de nous présenter à nos auditeuristes et peut-être sans divulgacher vos chroniques quand même, ce serait quoi votre film d'amour doudou, votre film d'amour préféré, celui que vous regardez quand vous en avez un peu besoin ou un peu envie? Clara? Je vais laisser Flore répondre dans une cascade savamment exécutée. Je vais répondre pour Clara. Le film doudou de Clara est honnêtement l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. C'est tout simplement Chantons sous la pluie. C'est tellement incroyable, c'est tellement beau. Si vous ne l'avez pas vu, si comme moi vous l'avez mis du temps à le voir, je vous le recommande tellement chaudement. C'est le film préféré d'amour de Clara. C'est vrai. Ça, c'est une réponse de vrai cinéphile. Écoute, c'est une réponse de personne qui a
je vais pas dire gâché, ce serait moche, mais qui a passé beaucoup de temps à faire des études de cinéma alors qu'au final elle ne voulait pas en faire son métier. Donc c'est une réponse que voilà, pour faire du podcast et de l'enseignement dans le public. Donc vraiment au final vraiment les enfants don't stay in school. Mais il faut savoir que Clara adore aussi en rom-com, sa rom-com préférée par contre c'est Love Actually, donc on est sur 2 tableaux en termes de cinéphilie, j'ai envie de dire. Honnêtement, depuis cette année, c'était. Mais attends, mais c'est quoi maintenant? Mais c'est pas notre podcast, Flore. On peut pas faire ça. Mais tu peux pas me dire ça. Mais attends, mais là je suis choquée. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, bon on en parle en off. On en parlera en off. Là, il faut absolument qu'on débriefe ça après au PMU. C'est ça. Parce que Division là, dans l'équipe, je suis choquée. La réponse au prochain épisode de Rom-Comment. C'est ça. Clara, veux-tu répondre pour Flore? Donc c'est quoi les films d'amour préférés de Flore? Le film d'amour préféré de Flore, je pense que c'est 500 jours ensemble. Okay. Parce que Flore, c'est une meuf, si c'était genre un temps, ce serait le soleil couchant, tu vois. Et du coup, Flore, c'est un peu cette personne qui va au cinéma, qui fait mais j'ai vu un film trop bien, mon dieu, mais c'était genre en fait tous les acteurs étaient pas vraiment des acteurs et en plus personne a parlé pendant tout le film, mais genre c'était vraiment trop bien et ça parlait vraiment du carcan de l'enveloppe du corps de la femme, tu vois. Enfin moi ça m'a trop parlé. Les films de Sundance, c'est moi, c'est qui je suis. Voilà. Mais ma rom-com préférée c'est The Holiday, voilà, pour l'autre cinéphile. Oui. Ouais, nous, on doit répondre l'un pour l'autre aussi ou pas? Je sais pas, je vais essayer de deviner celle d'Alice. J'allais dire, on vous a mis la pression là. Ouais, de ouf. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que Alice, toi, c'est Podane ou pas? Podane, c'est pas vraiment un film d'amour. Si, c'est un film Encore d'amour. même. Ouais, j'aurais pas classé comme ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, si c'est le film que j'ai le plus vu, un film d'amour, je dirais c'est Les Parapluies de Cherbourg. Ah, j'étais pas Oh loin, là, quand même. waouh. Ok. Quelle ambiance. Ouais, c'est pas une rom-com. Mais comme je vais le dire dans ma chronique, c'est un peu récent pour moi les rom-com, donc je peux pas dire que c'est vraiment préféré parce que je l'aurais vu 500 fois, que ce serait un truc un peu historique pour moi, quoi. Moi, je pense que le film d'amour préféré de Raphaël, c'est Jurassic Park. Ah, c'est vrai. C'est une forme d'amour que vous pouvez pas comprendre. Non, t'aurais dit quoi, Raph? Bon, je sais pas. Récemment, quand même, le truc qui m'a le plus marqué, c'est peut-être Portrait de la jeune fille en feu. C'est pas très original, mais quand même. Ah ouais, mais Très beau film d'amour, C'est quoi. un film d'amour. Mm-mm. Ouais. Moi, je pense que le film d'amour, comédie romantique que j'ai vu le plus souvent, c'est Prête-moi ta main d'Éric Lartigot. Yes. C'est vraiment un de mes films d'adolescence à fond, quoi. Je le mentionne dans ma chronique. Je veux pas faire du teasing, mais je le mentionne dans ma chronique. Ah bah voilà, j'adore ce film avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. Ce qui est bizarre parce que je me suis vraiment beaucoup identifié vers 16 ans à Alain Chabat qui joue un quarantenaire qui veut pas se marier. C'est vraiment weird ce que ça dit sur moi, mais c'est pas... Je veux pas spoiler ma chronique, mais ma chronique parle littéralement de pourquoi est-ce que je m'identifie à des personnages de rom-com qui n'ont rien à voir avec moi. Donc là, on est pile dans le thème. Je l'aime déjà, ta chronique, Flo. C'est Alice qui débute cette émission avec une chronique qui adopte une sorte de sous-genre de chronique qu'on adore à l'émission et que je vais nommer la chronique où tu racontes ta vie pour théoriser des films. Ouais, j'avoue, c'est ça. Tu t'es posé une question, les films romantiques sont-ils forcément toxiques ? Exactement. Et comme je le disais, je me suis un peu construite à partir de l'adolescence contre les films romantiques, dans une forme de féminisme à l'ancienne qui déteste le rose et les magazines féminins. Et jusqu'à assez récemment, j'avoue que je considérais ça un peu comme un sous-genre. Et puis il y a eu le podcast Ami, dont on a déjà parlé ici, qui a fait sa saison qui alternait films d'horreur et films romantiques, et avec notre petit ciné-club privé, composé entre autres de Pauline et Romain, que vous avez entendu dans le dernier épisode spécial, on s'est dit, et si on suivait leurs épisodes et on regardait les mêmes films qu'elles dans l'ordre ? Comme ça nous évitait de devoir choisir des films, c'était toujours des discussions interminables. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que déjà, premièrement, ça nous a fait progressivement détester le podcast Ami alors qu'on adorait. C'est horrible, je suis désolée, mais je suis tombée totalement en désamour de ce podcast. Parce que vous étiez pas d'accord avec ce qu'elle disait ? Ouais, je vais en reparler après. Ah ok, ah oh non. Mais par contre, c'est bien parce que ça m'a fait découvrir pas mal de films romantiques et ça m'a donné vachement envie de m'intéresser au genre. Alors je dis film romantique depuis le début et je dis pas rom-com parce que je me suis vite rendu compte que en France on appelle comédie romantique un peu tous les films dans lesquels il y a une romance, qui soit drôle ou pas. Et en anglais, on distingue peut-être un peu mieux en parlant des romances. Et là, je vais plutôt parler des films romantiques qui sont pas forcément drôles dans cette chronique. Mais c'est bien de faire la distinction, c'est important. J'apprécie en tant que spécialiste, nous on adore. Oui, tu as notre bénédiction. Ouais, c'est un peu mon truc, les distinctions.
Alors dans tout ce qu'on a vu, il y en a que j'ai vraiment détesté, j'ai trouvé trop toxique, patriarcaux, hétéronormatifs, misogynes, tout ça. Et c'est en partie la raison qui fait qu'on avait de plus en plus de mal à supporter Amy. Parce que je trouve elle devenait vraiment complaisante avec ce type de défauts dans les films. Et je dirais que l'épisode de rupture, ça a été celui sur le patient anglais. Oh là là, là. vraiment, il y avait des phrases comme « Oh, il est si beau et toxique, on dirait qu'il va la frapper, j'adore Oh. » Je disais, what ? Non, c'est pas du tout possible ça. Non, c'est pas possible. Je veux bien qu'on interroge la manière dont nos fantasmes ont été construits, c'est ce que je vais faire ici, mais pas juste que on dirait qu'il va la frapper, j'adore, c'était Ouais. trop pour moi. C'est chaud. Mais du coup, je suis progressivement tombée sous le charme du genre, et ça a commencé par Orgueil et Préjugés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Orgueil et Préjugés. J'ai un peu chapitré ma chronique. On va commencer par le chapitre 1, le coup de foudre. Alors, comme c'était dans le projet de suivre les recommandations d'Amy, j'ai commencé par la version cinéma, le film de 2005 de Joe Wright, avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Et maintenant que j'ai vu la version de la BBC, j'avoue que je la trouve largement supérieure, mais rien que la découverte de cette histoire canonique m'a vraiment conquise. En fait, j'ai vécu Orgueil et Préjugés comme un film à suspense. Chaque regard de Darcy faisait bondir mon petit cœur. Chaque frôlement de main me donnait des frissons. Il y avait quelque chose de puissamment réconfortant, comme regarder une histoire qu'on connaît par cœur, alors que je connaissais pas du tout cette histoire. Alors, pour les gens qui connaîtraient pas du tout cette histoire, je résume quand même en 2 secondes. C'est vraiment une histoire archétypale, dont le schéma narratif a été repris partout. Donc on a Elizabeth Bennet, qui est l'héroïne, qui est la 2e fille d'une sororie de 5, de ce qu'on pourrait qualifier de petite noblesse campagnarde, qui va rencontrer par hasard un homme plus noble et plus riche qu'elle, mais surtout distant, hautain et qui a l'air de la mépriser au premier abord. J'ai cru que t'allais dire surtout très beau, mais... Je t'inquiète pas, je vais le dire assez plus tard. En fait, elle l'entend se moquer d'elle au début, elle et ses sœurs, elles se braquent, elles s'enferment dans une espèce de haine. Mais évidemment, ils tombent progressivement amoureux l'un de l'autre en dépassant les préjugés et la fierté, c'est le titre, qu'ils avaient au départ. En fait, pour parler comme vous, nos consoeurs de rom-com, on pourrait dire qu'on est dans le trope de From Enemies to Lovers. Alors Darcy, c'est vraiment un fantasme pour femmes attirées par des hommes. C'est un homme beau et classe, grâce à sa froideur, qui nous aime en secret et qui change pour nous par amour. Et ça, c'est beau. Et c'est beau parce que ça n'existe pas. Parce que dans la vie, quand on tombe sur un mec qui semble se comporter comme un connard, qui semble toxique, c'est pas un préjugé, il l'est vraiment. Et il va pas faire des efforts et des compromis pour nous séduire. En fait, Darcy, c'est un idéal. En philo, un idéal, ça veut dire un but inatteignable dans l'expérience, mais qui stimule toute expérience. Bon, d'habitude, c'est plutôt la liberté, mais là, c'est Darcy. Bon, cette interprétation du personnage comme un idéal, elle divise quand même, et elle a un peu divisé dans les discussions que j'ai pu avoir autour de moi après ma découverte de Orgueil et Préjugés, certains trouvant le personnage vraiment toxique. Je crois que c'est le cas de Clara, justement, un peu. Il y a une battle, là. On en reparlera après. Bon, notamment, on a eu un débat avec mes potes du Ciné-Club sur Colin Firth vs Hugh Grant. Je parle des rôles qu'ils incarnent en général dans les films romantiques. J'ai l'impression que, par exemple, dans Notting Hill, Hugh Grant, il incarne plutôt un gentil, un bon ami. Il est pas froid, il est pas distant. Et du coup, moi, j'ai eu un peu de mal à le trouver sexy et j'ai du mal à avoir une alchimie dans le film. Alors que Colin Firth, il est souvent associé à des personnages qui sont plus froids. Alors j'ai fait une petite enquête sociologique absolument pas scientifique sur 4 personnes. J'avais déjà le résultat à l'avance et j'ai essayé juste de confirmer mes intuitions. J'ai l'impression que globalement, les mecs hétéros préfèrent Hugh Grant. Les femmes préfèrent Colin Firth. Mais bon, vous me détromperez, sûrement. Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un truc que je vais essayer de creuser après dans l'éducation qui nous polarise sur ces types de personnages. Après, je pense que la version de Joe Wright, là, de 2005, fait apparaître Darcy plus toxique qu'il ne l'est en réalité. Vous voyez qu'il y a une réalité. Pour moi, Darcy existe réellement. Vraiment. On est passé de idéal à réalité en très peu de temps. C'est le voisin de palier. C'est ça. Donc, je passe à mon chapitre 2, la relation sérieuse, la version de la BBC. Donc, à 95, la productrice britannique Sue Birtwistle adapte une énième fois. Franchement, il faut regarder la page Wikipédia des adaptations de Orgueil et Préjugés, c'est hallucinant. Bon, là, c'est 6 épisodes de 50 minutes, adaptation donc du roman de Jane Austen. Je l'avais pas dit, mais je le dis maintenant.
Ce visionnage a été un bonheur absolu. Alors là, je me suis vue m'inscrire dans la longue histoire des filles en pyjama sous leur plaid qui tremblent devant le beau Colin Firth en mangeant leur glace. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ce n'est pas moi du tout. En fait, ce que j'essaie de comprendre dans cette chronique, c'est pourquoi j'ai autant aimé ça. Parce que vraiment, c'est pas moi. Cette histoire est trop cucu, trop hétéronormée, il n'y a même pas de sexe. Ils s'embrassent même pas. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui m'a autant plu là-dedans ? Et je pense que ce récit écrit par une femme au début du 19e siècle résonne un peu avec des trucs profondément ancrés dans notre éducation. Genre l'attente du prince charmant, la peur de pas être aimée, de pas être une femme accomplie, le besoin d'être remarquée. Alors plein de trucs qui craignent complètement et qui doivent être combattus, qu'on essaye d'enterrer quand on est féministe, mais dont on a quand même hérité d'une certaine manière. Et c'était comme si cette série acceptait qu'on ait eu cette éducation et nous rassurait en nous disant qu'on a le droit de vouloir ça, juste le temps d'une fiction. J'ai l'impression que cette histoire, elle nous caresse un peu dans le sens du poil. Elle dit oui, tu peux rêver pendant 6 heures qu'un tel homme existe, qu'un tel amour existe, tu en as le droit. Mais après, tu vas tomber de haut. Parce que les fantasmes, c'est des choses qui sont construites. Et c'est quand même un peu difficile de se défaire de tout un imaginaire érotique et romantique qui est souvent bien différent de la vie qu'on mène et de ce qu'on fait et des relations qu'on veut avoir, mais qui existent quand même toujours un peu dans un coin de notre tête. Du coup, je vais essayer de défendre un peu Darcy. Je pense que c'est pas un homme toxique. Je pense que c'est un homme timide, un peu sur le spectre autistique, élevé par sa grande famille dans le mépris des classes sociales inférieures. Et donc, il a des préjugés, il s'enferme dans une espèce de froideur pour essayer d'apparaître respectable. Et il rencontre une femme qui bouleverse ses principes. Au début, il sait pas comment réagir et progressivement, il prend conscience de ce son attitude produit sur le monde. Il va essayer de réparer le mal qu'il fait et quand même, il sauve la sœur d'Elisabeth d'une sorte de ruine morale en faisant beaucoup d'efforts. Donc, il agit pour modifier son comportement. Et je trouve que dans la version de 2005, on laisse penser que c'est Elisabeth qui doit ravaler sa fierté. Et dans la version de la BBC, c'est plutôt Darcy qui doit combattre ses préjugés et faire des efforts. Et c'est un peu subtil, mais je dirais que c'est là toute la subtilité d'une adaptation. Alors pourquoi c'est mieux ? Peut-être qu'une mini-série, c'est mieux pour adapter un roman. Parce qu'un roman, c'est un peu long. Parfois, un film, c'est un peu court. Je l'ai souvent pensé pour pas mal d'adaptations. Peut-être que le fait que la productrice soit une femme joue un rôle. En tout cas, j'aime beaucoup plus ce que ça dit. On passe à mon chapitre 3, la relation toxique. Alors, une fois accro, on peut plus s'arrêter. Combien de fois est-ce que tu l'as vu depuis ? Est-ce qu'on doit appeler quelqu'un ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je l'ai vu qu'une fois et après j'ai revu des petits extraits. Mais c'était il y a pas trop longtemps. Mais je pense que je le reverrai. Non, je suis allée voir les adaptations, les adaptations un peu plus libres, les films inspirés de cette histoire. J'ai commencé à me rendre compte que cette histoire, en fait, elle est partout. Bon, je me suis tournée vers l'adaptation un peu la plus pop, la plus connue, Le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire, sorti en 2001. On peut considérer que c'est une parodie d'Orgueil et Préjugés. Le personnage masculin beau et froid s'appelle aussi Darcy. Il est d'ailleurs joué par Colin Firth, sauf que ça se passe dans les années 2000. C'est quand même très drôle de voir ce film prendre tous les tropes, caricaturer les personnages. Et notamment, mon moment préféré, c'est le moment où Hugh Grant dit que Darcy, il est tellement coincé que forcément, pendant le sexe, juste avant l'orgasme, il doit s'excuser et dire « Oh, je suis désolé, mais je dois jouir. » C'est parfait. Moi, ça me plaît aussi. Vous voyez qu'il est drôle, Hugh Grant. Il est drôle. Mais le fait que ce soit une série de films franchit, à mon avis, une ligne qu'il fallait pas franchir. Et cette ligne s'appelle Bridget Jones 2, l'âge de raison. En fait, cette histoire, elle fonctionne parce que, comme beaucoup de films romantiques, et notamment anglais, qui se passent au 19e, l'histoire s'arrête au premier baiser, voire même avant. On n'a aucune envie de savoir comment ce couple va fonctionner ensuite. Parce qu'il va pas fonctionner, ce couple. Parce qu'il n'existe pas, et parce qu'il n'est pas possible. Si les contes de fées s'arrêtent à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est pour signifier symboliquement que la fin est heureuse. C'est pas pour évoquer la suite, l'enfer des biberons la nuit, les changements de couche. Oh, ça va. Ah, le papa ressort. J'étais sûre que tu dirais un truc. Et je crois que c'est un des aspects des films romantiques qui m'a plu le plus, et particulièrement, et qui rompt avec le cinéma que j'avais l'habitude de voir, c'est que on sait comment ça va finir. Et peu importe la difficulté de la péripétie, l'impossibilité de la relation, la merde dans laquelle vont se mettre les personnages, ils vont s'en sortir. Et je trouve que ça produit un autre type de sensation de visionnage, plus agréable, qui permet de vraiment vivre avec délice les événements perturbateurs. Et j'ai retrouvé ça un peu dans Bridgerton que j'ai regardé récemment. Ce truc de toute façon,
dernier épisode, ça finit bien. Donc, on se sent bien parce qu'on peut profiter de tous les petits moments un peu compliqués. Ouais, pas de stress. Pas de stress. Et même parfois, je trouvais incroyable, le problème de départ est même pas résolu à la fin. On s'en fout, juste on l'oublie. Par exemple, dans The Holiday, qui est aussi un film que j'ai beaucoup apprécié, de Nancy Meyers, on nous présente pendant tout le film des histoires d'amour comme impossibles parce que il y a des protagonistes qui habitent en Angleterre et d'autres aux États-Unis et aucun des deux ne veulent abandonner leur vie et leur métier. Et à la fin, ils sont ensemble et on s'en fout. On reparle plus du tout du problème. Ça, je trouve ça marrant, le fait de se dire, bon, voilà, c'est fini, c'est fini et c'est bien, ça se passe bien. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'on dit tout le temps que c'est des films pour femmes? Est-ce que ça nous cajole? Bon, évidemment, je dis pas ça dans une perspective essentialiste. Hein. Je suis pas du tout en train de dire les femmes génétiquement aiment tel ou tel truc. Mais je pense que ça doit matcher un peu avec un truc de notre éducation. Conclusion, la rupture. Est-ce qu'il y a eu une rupture avec tous ces films romantiques? Eh ben non. J'ai continué à en regarder plein. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un peu un problème avec la classification. Et c'est un problème récurrent auquel je pense souvent, mais je trouve que c'est vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va voir dans un film quand on le connaît pas et quel type d'expérience on va vivre et que les synopsis sur Wikipédia ou sur Allociné, ça raconte vraiment pas grand-chose du film. Donc par exemple, un soir, je voulais un film romantique réconfortant, qui fait battre le cœur, on sait qu'il finit bien à l'avance, etc. Je cherche un peu, je me dis, je vais regarder des acteurs et actrices que j'aime bien. Je tombe sur Royal Affair, avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander. Je me dis, ça a l'air bien, ça a l'air sulfureux, parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, le drame. C'était horrible, c'était une histoire tragique, atroce, avec une grossesse non désirée, tout finit mal, la catastrophe. J'étais hyper mal après, ça m'a déprimée, j'ai mal dormi. Donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un truc de classification pour les films romantiques pour que on se retrouve pas dans ce genre de situation. Il faut qu'on crée un site avec marqué est-ce que ça finit bien et on refait et on met tous les films d'amour et les gens cliquent comme un bingo. Il faut qu'on crée un espèce de degré de feel good sur une échelle de 1 à 10. C'est ça exactement. C'est selon comment ta journée a été pourrie, on te dit quel film il faut que tu regardes. C'est ça. C'est une bonne idée, ouais. Bon, après, j'ai vu d'autres adaptations plus ou moins fidèles d'Orgueil et Préjugés, d'autres films romantiques un peu basés sur le même trope. Et c'est vrai que je trouve que beaucoup de ces films confondent homme froid et classe avec homme toxique. Et je suis d'accord qu'on est un peu sur la brèche. Donc, conclusion, je dirais il y a un bon et un mauvais Darcy. Le mauvais, il est responsable de tous nos couples foireux et toxiques. Et peut-être qu'il faut arrêter de faire ça et que ça donne pas des modèles très intéressants aux jeunes filles qui regardent ces films. Et le bon, bah, il n'existe pas. Mais il est chouette. Et merci au cinéma de le faire exister un peu. Ça finit donc comme une déclaration d'amour au cinéma lui-même, c'est cute. Chronique feel good elle aussi du coup. C'est bon. Ah, il y a peut-être un truc, tu parles de confondre l'homme froid et classe avec l'homme toxique. Il se confond aussi souvent avec l'homme riche dans ces films-là. Non Ouais, de fou. On est classe quand on est riche dans les films d'amour, si je me trompe pas. Darcy est très riche, mais là je pense aussi récemment toutes les séries 50 Shades of Grey, tout ça, où c'est très sur l'homme riche et socialement au-dessus. Dans Bridget Jones, Darcy est avocat et Daniel est chef d'une maison d'édition. Oui. Donc il y a quand même un truc aussi de nous les femmes, nous le charme, on est attirés par ce genre de choses quoi dans la fiction des années 2000. Je dis nous les femmes, je m'inclus dedans alors que voilà, mais bon, on se sait. On se sait. Flore et Clara, je vous ai vu quand même souvent acquiescer pendant la chronique d'Alice. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, toutes ces réflexions sur Orgueil et Préjugés notamment? Bah déjà, Alice parle trop bien. Et en fait, moi, je passe ma journée avec des enfants de 8 ans. Donc c'était un plaisir d'écouter. J'étais genre mesmerisée. Et je vais parler de Bridget Jones. Je repense à ce que tu as dit. Et en fait, même Bridget Jones, elle a pas le droit à son happy end avec cette histoire. Puisque du coup, dans L'âge de raison, en fait, elle est peut-être pas comblée parce que Mark Darcy il est trop sympathique et nanani. Bref. Il y a une suite qui est sortie en roman à ce volet-là, qui s'appelle Bridget Jones folle de lui, qui n'est sorti qu'en roman, qui n'a pas été adapté au cinéma, puisque celui qui a été adapté au cinéma, c'est Bridget Jones Baby. Ouais, j'ai pas osé le voir celui-là. Moi non plus, je suis pas très bébé. Protège-toi. Ouais, non, on se protège. Mais par contre, je savais même pas cette histoire de spin-off de bouquin. Vas-y, je t'écoute avec attention. Et alors, je l'ai lu. J'ai lu Bridget Jones folle de lui. Mais vous savez quand? Pendant le premier confinement. Ah bah ça va alors. Ça va être la faute je réponds pas de mes actions. En fait, j'ai lu ce volet dans lequel spoiler, si vous ne l'avez pas lu et si vous ne voulez pas le lire, je vous conseille de faire du bruit pendant les 2 minutes 30 prochaines. C'est vrai.
Mark Darcy est mort. Quoi? Quoi? Mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi dans Baby il était vivant, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il mourrait à un moment. Ok, En fait, Bridget Jones Baby se déroule avant Bridget Jones folle de lui, mais a été écrit après, et donc a été adapté au cinéma après. Bref. Donc elle bute Darcy. Non! Non, mais je veux dire, non, quand je dis elle, je veux dire l'autrice, je veux pas dire Bridget. Ellen Fielding, oui. Ellen Fielding assassine Darcy, donc il est décédé, et donc elle est seule maman solo avec ses 2 enfants. Oh purée. Waouh, super feel good. Ouais, c'est un peu plus dark, hein, quand même. C'est un peu ça, je me dis, à chaque... En fait, le fait de sortir cette histoire-là, parce que l'essence de l'histoire de Bridget Jones est basée sur d'ennemi à amant, donc qui est le trope que tu as mentionné, Alice. En fait, le fait d'en faire une série ou une saga, on va dire, ça ne fonctionne pas. Parce que ce trope-là, il est super en one shot. Il est incroyable, il est vraiment merveilleux. Ou alors, il faut poursuivre et faire en sorte que les protagonistes vivent des challenges ensemble et que le challenge ne vienne pas de l'un d'entre eux. Et en fait, là, soit il est trop sympa, donc elle est saoulée, soit il est mort. Mais c'est vrai que moi, un truc qui m'a marqué dans ta chronique, avec lequel je suis très d'accord et on en parle souvent sur Rom-Comment, c'est le concept du fait que dans beaucoup de films d'amour, ça s'arrête beaucoup de rom-com notamment, ça s'arrête au premier baiser, et qu'en fait, du coup, t'as un peu cette frustration parfois de te dire, la suite. Et paradoxalement, je sais que moi j'aime beaucoup certaines rom-com où tu vois beaucoup plus les relations avant, ou surtout j'aime beaucoup les histoires d'amour où tu vois la relation qui commence et qui se termine. Je pense, du coup, je l'ai cité au début, à 500 jours ensemble, où le film, je sais pas si vous l'avez pas vu, c'est un film qui raconte une histoire d'amour mais dans le désordre, et du coup on voit le début de l'histoire, on voit la fin, et en fait à la fin ça revient au milieu et tu comprends pourquoi ça s'est terminé. Je pense aussi un peu par exemple à La La Land, où on nous fait vraiment vivre toute cette histoire avec les 4 saisons, trigger warning, des gars émotionnels, mais où en fait on revoit. Et d'ailleurs un truc que je trouve super fort dans La La Land, pour parler justement de cette fin et de cette fin heureuse, c'est que toute la fameuse fin de La La Land, c'est de revoir tout ce que leur relation aurait pu être, ils avaient choisi autre chose, mais qui n'a pas été, mais finalement c'est quand même heureux. Et du coup je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je trouve parfois manque dans les histoires d'amour au cinéma. En plus, dans La La Land, le fantasme de ce que ça aurait pu être, du coup, existe quand même, parce qu'on s'en rappelle plus. Bah oui. Finalement, c'est un peu les dernières images, donc C'est assez malin. Ouais. Mais en plus, moi, pendant un moment, la première fois que j'ai vu La La Land, naïvement, je me suis même dit, ah, mais en fait, là, il nous remonte ce qui s'est vraiment passé, en fait. Ah oui. Et après, j'étais là, ah non. Mais après, à la fin, je trouve que c'est une trop bonne fin et tout, mais j'étais là. Ouais, ah. c'est excellent. C'est excellent, oui. Damien Chazelle. Bisous. Non, pas bisous, mais... Bon, bisous nuancés, voilà. Non. Moi, je ne pardonne pas Babylone, donc pas de bisous. Bon, on va pas relancer ce débat, comme on va peut-être pas relancer non plus le débat sur Bridgerton, parce que je pense qu'on a déjà parlé beaucoup. Puis là, ça risque de nous ramener sur 30 minutes de discussion avec Alice. On verra si ça revient dans la suite de l'émission. En tout cas, merci Alice pour cette chouette chronique. Et puis, on attend donc votre classification des films d'amour du plus feel good au plus badant. Ce sera peut-être un épisode spécial de Rom-Comment. On a teasé d'être un site web, une prochaine chronique d'Alice, on sait pas en tout cas. La deuxième chronique qui parle d'amour et de cinéma sera celle de Flore, avec aussi une autre des grandes questions, donc cinéma, amour et politique. Les rom-coms sont-elles les seuls films qui parlent vraiment de la vie des femmes, de la vraie vie des femmes? J'ai envie d'insister un peu. Flore. Eh oui, c'est à moi, c'est à mon tour de vous présenter, je dois l'avouer, la première chronique de ma vie. Mais en tout cas, je suis super contente d'être ici, et quand vous nous avez invités et que j'ai compris qu'on allait parler d'amour au cinéma, j'avoue que instinctivement, j'ai direct eu une petite réaction défensive, parce que quand on débat de l'amour au cinéma et qu'on débat des rom-coms notamment, très vite, il y a beaucoup de critiques qui arrivent sur ce genre, et en fait avec Clara, ça fait quasiment 5 ans qu'on essaie un peu de redonner ces lettres de noblesse au genre mal aimé qu'est la rom-com, et c'est ce qu'a dit en fait Alice. C'est parfait que je passe juste après toi parce que t'as ton début de tout ce rapport de comment on se construit par rapport au rom-com. Et c'est vrai, je sais que aux yeux des vrais cinéphiles, les rom-com c'est rarement du grand cinéma. Là, je dis rom-com parce que je vais vraiment me concentrer sur le genre qu'est la comédie romantique. Donc oui, c'est rarement du grand cinéma, même si je dois avouer, au risque de me mettre tout sens critique à dos, que personnellement, quand un rire rencontre Sally, ça a beaucoup plus révolutionné ma vie
que 2001 l'Odyssée de l'espace. Je suis désolée papa, mais je le dis ce soir, c'est la réalité pour moi. D'ailleurs, à propos de Sens Critique, j'ai juste cherché meilleur film romantique et la liste sur Sens Critique s'appelle « Oui, les films romantiques peuvent être bien aussi » ou un truc comme ça. Merci, on est contente que Sens Critique nous rappelle ça, au cas où qu'on le sache pas. Mais... C'est vraiment ok, vous ne parlez qu'à des gars, super. Ouais, vraiment, c'est scandaleux, mais bon bref. Donc oui, je sais que je peux me mettre les cinéphiles à dos, je sais que je peux également me mettre mes amis gauchos à dos. Je suis moi-même gaucho avec grande fierté, mais je dois l'avouer, la rom-com, c'est rarement quand même l'épitome de nos luttes politiques. C'est bourré de biais sexistes, grossophobes, homophobes, ça romantise les relations toxiques, ça glamourise les bad boys, ça dessert la cause du féminisme. Bon, jusque-là, j'ai presque envie de vous dire comme énormément de films au cinéma depuis la création du cinéma, mais ça, c'est un autre sujet et c'est pas le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Moi, le sujet que je voulais traiter aujourd'hui et la question à laquelle j'ai envie d'essayer de répondre avec vous, c'est pourquoi est-ce que la Flore de 12 ans, boutonneuse adolescente, a eu l'impression de se voir à la télé pour quasiment la première fois de sa vie devant le film Bridget Jones, dont on a parlé déjà longuement dans ce podcast. Parce que je vous plante quand même le décor. Donc j'ai 12-13 ans, j'ai toujours pas fait ma puberté, j'ai jamais embrassé de garçons parce qu'ils sont trop nuls ou que je suis secrètement lesbienne, mais ça, c'est encore un autre sujet également. C'est l'histoire qui le dira. Et l'histoire a eu des choses à dire. Mes problèmes de vie, ça se résume à mon DM de mathématiques et mes articles Skyblog. Très important, il y a une ligne édito à suivre. En tout cas, jusque-là, rien à voir avec la vie de Bridget Jones, puisque pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Bridget Jones, c'est une jeune femme un peu bordélique qui vit à Londres, qui bosse dans l'édition, et surtout qui se retrouve coincée dans un triangle amoureux entre Hugh Grant et Colin Firth. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment pas la même vie. Et pourtant, en regardant ce film, je me souviens me dire, oh mon Dieu, elle est comme moi, je suis Bridget. Je vois une héroïne qui me parle. Et parce qu'elle est maladroite, parce qu'elle parle sans trop réfléchir, qu'elle se sent pas toujours à sa place, qu'elle est pas toujours à l'aise dans son corps, elle a une bande de copains attachants, elle galère au boulot, elle sait pas vraiment cuisiner, ses parents sont attachants mais un peu zinzin. Bref, en tout cas, elle a une vie qui non seulement m'intéresse, me parle, mais en plus une vie dans laquelle je peux me projeter et que je peux me dire que peut-être un jour je vivrai. En fait, elle a une vie quasi normale. Si on compte qu'être dans un triangle amoureux avec Colin Firth et Hugh Grant, c'est une vie quasi normale. Et en fait, c'est ça que je trouve très fort dans les rom-coms, c'est qu'en fait, ça, je trouve, ça a longtemps été le format de film grand public qui mettait en avant les femmes et leurs problèmes. Et là, évidemment, je fais un disclaimer avant qu'on m'attrape la veste. Et qu'on me dise oui mais il existe un tas de films qui parlent de la vie des femmes, plein de films indés incroyables, subtils, bien faits, blabla, j'arrête de suite. Moi ce dont je veux parler c'est des films grand public, les films populaires, ceux on va voir au cinéma quand on a 15 ans avec ses potes, ceux dont on discute au repas de famille ou à la machine à café. Des films qui font des chiffres au box-office, des films qui deviennent en fait des objets culturels mainstream où tout le monde a un peu la référence. Alors oui, je sais, ces films mainstream, de façon inhérente, c'est de droite. L'industrie du cinéma, à ce niveau-là, c'est de droite, c'est le capitalisme. Mais je pense que c'est quand même ok de vouloir regarder ces films et de vouloir en fait se voir représenté dans ces films. Parce que même si toutes ces grosses productions, elles ont des défauts, je trouve qu'en fait, être politisé et être radical dans ses opinions politiques, c'est aussi quelque chose qui peut nous mettre dans l'opposition, voire un peu à la marge par moment, et que dans notre combat, et qu'en fait parfois c'est un peu lourd et que c'est ok de vouloir aussi participer à quelque chose de culturel, de global, même si ça nous met parfois face à des contradictions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de regarder un film mainstream qui parle d'une femme? Et c'est quoi nos options? Alors, heureusement, récemment, ça a quand même commencé à changer. On a des films qui s'intéressent à la vie des femmes sans forcément que ça soit des rom-coms. Dans les dernières années, je pense notamment à Anatomie d'une chute, je pense à Barbie, je pense à Nomadland. Enfin, il y en a eu beaucoup et qui ont eu en plus des reconnaissances au box-office, mais aussi qui ont eu des palmes d'or, qui ont eu des Oscars, là, t'as tout le tintouin. Mais revenons quand même un peu en arrière. C'est-à-dire que là, on va prendre une petite machine à voyager dans le temps, une machine qui est digne de Christopher Nolan. Ça y est, les cinéphiles sont contents. On a récupéré Sens Critique. C'est ça. Faut savoir, j'adore Nolan aussi, donc comme quoi on peut tout faire en fait. Et je vous ramène avec moi en 1998 et dans le top 20 des sorties de l'année au box-office français.
Donc on a quoi comme film? On a Taxi, Le Dîner de cons, Les Visiteurs, Le Soldat Ryan, Godzilla, Le Truman Show, on a L'Homme au masque de fer, Bonne année. Hein. on a Le Masque de Zorro. Avec... Oh là là. Attends, mais c'est quoi cette année de fou, là? On a plus de masques qu'on a d'héroïnes, sachez-le. Parce qu'on a quand même... Alors oui, que des bangers, vous en conviendrez, mais où sont les femmes, en fait? J'ai pas envie de vous demander. Que des dudes, ouais. Voilà, et dans ce top 20, il y a 2 films qui ressortent avec des femmes. Titanic et la rom-com Marie à tout prix. On remonte maintenant en 2006. 2006, j'ai 12 ans. C'était il y a 18 ans. Mon Dieu, ça me... Bref, c'est un autre sujet. À cette époque-là, le ticket de cinéma coûte 4 €. Ça aussi, ça fout le bad. Et peut-être, je crois même moins de 4 € pour les moins de 14 ans, mais bon, bref. Je vais au vidéo club tous les vendredis. Et à cette époque, pareil, c'est quoi le box-office en France? Dans le top 20. Pirates des Caraïbes, Camping, Les Bronzés 3, Casino Royale, X-Men, Ne le dis à personne. Bref, encore une fois, niveau femmes, c'est pas à fond. Par contre, il y a 2 films qui se glissent dans ce top. C'est Prête-moi ta main, dont on a parlé en début d'émission, et Le Diable s'habille en Prada, qui est pas tout à fait une rom-com, mais là, je m'égare. En tout cas, je vais pas vous faire le box-office de toutes les années depuis la création du cinéma, mais je vous invite en fait à aller sur Google et à faire ce petit jeu et à voir le nombre de films où il y a une héroïne dans les box-office de toutes les dernières années. Et en fait, vous verrez que les seuls moments où il y a des films comme ça qui se glissent, ben en fait, c'est très souvent des histoires d'amour et c'est souvent très beaucoup des rom-coms. Et donc, tout ça pour dire que quand vous êtes une femme, à l'époque, si vous voulez vous voir à l'écran, en fait, vous avez pas vraiment d'autre choix que la rom-com. Alors, en effet, ça soulève quelques problèmes. Déjà parce que ça met l'amour au centre de la vie des femmes. Ça met l'amour hétérosexuel au centre de la vie des femmes, et ça, c'est vraiment criminel. Ensuite, c'est... toujours politique ici. Ensuite, ces films sont quand même très souvent réalisés et écrits par des hommes qui ont des visions de l'amour et des femmes assez ravagées. Il y a également des femmes qui réalisent ces films qui ont aussi une vision de l'amour et des femmes ravagées. Hein. Not all women. Mais ces films n'échappent pas à beaucoup d'écueils. D'ailleurs, c'est aussi des films qui mettent souvent en avant des femmes blanches, minces, hétéros, riches. En tout cas, c'est pas l'inclusivité dont on rêve et c'est pas toutes les femmes qui peuvent se sentir représentées par ces films. C'est loin d'être parfait. Mais néanmoins, ça parle quand même des femmes. Ça parle des femmes et ça parle de leur vie. Et ça parle pas que d'amour. C'est-à-dire que, pour donner quelques exemples, dans The Holiday, qu'on a aussi mentionné, bah, Iris, elle nous parle de sa difficulté d'être le personnage principal de sa vie, de couper les ponts avec son ex toxique. Dans 30 ans sinon rien, Jenna, elle nous parle de son envie de grandir, de comment c'est dur d'être une bonne personne et comment on fait pour réparer les pots qu'on a cassés quand on a mal agi. Dans 27 robes, Jane, elle nous parle de rivalité entre sœurs, elle nous parle de l'impression d'être toujours de trop, mais aussi d'être pas assez en même temps. Dans Dirty Dancing, ça nous parle de classe sociale, ça nous parle de justice, ça nous parle d'avortement. Bref, je pourrais dérouler la liste encore très longtemps, mais encore une fois, ce n'est pas que de l'amour, ces films. Et en fait, j'ai l'impression que si les rom-coms sont si mal aimés et sont si mal considérés, c'est parce qu'en fait, la société patriarcale dans laquelle on est considère que tous ces sujets-là, c'est des sujets, je mets des guillemets, de femmes, et que du coup, bah, c'est trivial, c'est pas intéressant. J'aimerais conclure en disant, je pense que... Alors, sachez que c'est une idée d'un philosophe que j'ai entendu en conférence et j'ai pas réussi à retrouver le nom, j'ai tapé sur Google. Je suis désolée, philosophe, que je t'ai volé, mais... Si tu nous écoutes, voilà. Je crois que je me demande si c'était pas un truc de Bourdieu, donc je pense qu'il est, tu vois, il me pardonnera. Mais le privilège des classes sociales dominantes, bah, c'est d'exister et de se voir exister. C'est-à-dire que les œuvres culturelles sont sur leur vie, leurs problèmes. Ils ont la chance d'exister 2 fois et de voir à l'écran des choses qui les intéressent. Et je trouve que pendant longtemps, en fait, pour une grande partie de la population, les femmes, les rom-coms, bah, c'est un peu l'une des rares façons de pouvoir exister dans la culture mainstream. Et donc oui, c'est pas le genre le plus inclusif, mais je trouve que récemment, depuis qu'il y a un nouveau vent de fraîcheur dans les rom-coms, après il y a eu un âge d'or pendant les années 2000 et ça a un peu disparu et là ça revient, je trouve que les nouvelles productions, elles annoncent justement peut-être un peu cette diversité qu'on attendait, avec des héroïnes non blanches comme dans Crazy Rich Asians ou Ce que veulent les hommes. On a des histoires d'amour queer comme Noël, ma belle famille et moi ou Bros. Et en fait, je me dis encore une fois, les rom-coms vont peut-être pouvoir être un vecteur dans la culture mainstream pour que des populations qui voient rarement leur vie à l'écran puissent être un peu représentées. En tout cas, moi personnellement, pour terminer cette chronique, j'ai hâte de voir de plus en plus de films qui parlent de toutes les femmes, que ça soit des rom-coms, des blockbusters ou des petits films indés. Et j'irai même plus loin en disant que je l'espère un jour qu'on verra à l'écran d'autres minorités de genre. Mais là, je suis peut-être un peu trop radicale pour 2024.
Mais pas trop radical pour ici, t'inquiète. Je sais, j'ai mon public. Voilà. On vous l'avait dit que Flore, elle avait sa place dans l'émission. C'est bon, je pense que tu nous l'as largement prouvé. Tu t'es comme Alice coulé dans le fameux modèle de la chronique où tu parles de toi pour théoriser sur des films. Mais alors, on revient quand même très très souvent. C'est vraiment notre spécialité aussi un peu sur Rom-Comment, c'est-à-dire que nos avis, je considère, sont la réalité, sont véridiques en fait. C'est vrai. Mais c'est 100% ça. Je suis assurée. Les gens viennent entendre nos avis. Hein. J'ai plein de questions, on va certainement pas parler de tout. Mais par rapport à une des questions qu'on se pose souvent dans le podcast, là, la question de, des films mainstream qui vont comme un peu en loose day ou pas d'Hollywood, distiller des thématiques politiques, t'en as cité plusieurs. C'est quoi le bénéfice de ça versus le fait que peut-être que justement, comme c'est des films qui sont marketés, brandés pour des femmes, c'est pas un peu des films qui prêchent des convertis, je le dis comme une question, ou est-ce que non, en fait, c'est aussi bien d'avoir ces thématiques-là dans des films pour ce type de public? Alors, vous voulez relancer le débat sur Barbie? C'est ce que j'allais dire, 100%. Pas nécessairement, mais on peut le prendre par ce bout-là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu Barbie. Alors déjà, je pense que toutes les femmes qui regardent, toutes les personnes qui regardent des rom-coms, public souvent très féminin, ne sont pas forcément, n'ont pas forcément conscientisé certaines choses. Après, encore une fois, je dirais pas jusqu'à dire que la rom-com c'est l'épitome du médium pour faire passer des messages politiques. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser. Je suis très intéressée à pourquoi est-ce que les hommes ne s'intéressent pas aux histoires de femmes et pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent aux histoires d'hommes? Là, c'est pas un truc de cinéma, mais j'y pense. J'ai été très choquée récemment de découvrir une stat qui m'a horrifiée sur la littérature, qui est que les 10 auteurs masculins les plus vendus au monde sont lus à 50% par des hommes et par des femmes. Et les 10 autrices les plus lues dans le monde sont lues à 90% par des femmes. Et c'est vrai que maintenant quand je vais chez mon père qui est un très grand lecteur, je regarde sa bibliothèque et je lui dis des questions. T'as déjà lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen? Et il me dit non, j'ai jamais lu Jane Austen. Et je me dis c'est quand même l'une des romancières les plus influentes qu'on connaisse. Tu ne l'as jamais lu, alors que tu t'es tapé toutes les autres les mêmes mecs qui nous racontent les mêmes trucs depuis des dizaines d'années. Bref. Et je pense que les rom-coms, en fait, oui, peut-être que ça s'adresse un peu à un public de parfois de personnes concernées qui, du coup, entre guillemets, n'apprennent rien. Et c'est vrai que j'invite plus d'hommes à regarder des rom-coms. Vraiment. Parce que je veux dire, nous, on s'est bien tapé les Fast and Furious et les X-Men et les trucs comme ça. Et les James Bond. Donc, et Nolan. Ouais, et les Nolan. Ouais, dis-les pas. C'est clair que s'il y avait pas eu ce projet de ciné-club là où on suivait le truc de Ami, moi c'est pareil, j'aurais jamais regardé. Alors les un peu connus aussi, je les avais peut-être vus, mais on va dire le second cercle, vraiment pas quoi. Et on s'y intéresse pas. Et tout à l'heure, quand je préparais mon étude sociologique bidon là, je me suis dit je vais essayer de demander à des mecs hétéros ce qu'ils en pensent et ils étaient là genre c'est qui c'est qui Colin Firth et Hugh Grant, enfin c'est hallucinant quoi, c'est quand même tout un pan de la culture qui est quand même culture populaire qui est quand même vachement importante qui leur échappe complètement. Tu leur as dit que c'était le roi George et le Oompa Loompa dans Wonka ou pas? Moi j'ai pas essayé, j'ai laissé tomber. Oompa Loompa, putain. Des films de gars. Non mais on devrait faire genre ah ouais t'es cinéphile et tu connais même pas Orgueil et Préjugés, on devrait alors retourner le truc. Ouais, c'est pas faux. On est au milieu de l'épisode, on parle de cinéma et d'amour aujourd'hui et c'est le moment du jeu, comme à chaque épisode, inspiré aujourd'hui de Timeline. Vous connaissez peut-être Timeline, un petit jeu sympa et facile. Le but c'est donc de remettre dans l'ordre chronologique des événements historiques dont évidemment on va pas vous donner la date tout de suite. Raph et moi on vous a préparé un Timeline spécial amour et cinéma. Alors bon, évidemment habituellement c'est un jeu visuel qui se joue avec des cartes donc moi je vais vous partager mon écran, mais les auditeuristes, j'espère que vous avez une bonne capacité à visualiser les choses. Sinon, juste essayez de deviner un peu les dates des événements, puis on va parler un peu de tout ça. Bref, j'ai randomisé, grâce à un site de tirage au sort, ma liste d'événements. Oh là là. On va jouer un peu comme ça. Le mec prépare ses podcasts comme une liste de mariage, quoi. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Bref, je vais attribuer la première paire de dates à Flore, puisque tu viens de parler. Allez, de dates à remettre donc dans l'ordre chronologique. On parle donc du premier baiser gay au cinéma et de la première adaptation d'Orgueil et Préjugés.
Franchement, ça paraît évident de dire que c'est d'abord Orgueil et Préjugés, puis un baiser gay, mais j'ai l'impression que c'est limite. Là, je commence déjà à surpenser. J'ai quand même envie de dire d'abord la première adaptation et ensuite le baiser gay. Quand tu entends gay, tu entends tous les genres ou pas? Non, 2 hommes. Un baiser entre 2 hommes au cinéma. Ouais. Ok. Non, je vais dire ma dernière bafouille, c'est d'abord l'adaptation d'Orgueil et Préjugés. Eh bien, tu te trompes, Flore. Le premier baiser savais. entre 2 hommes au cinéma, ce serait... Alors, je vais mettre plein de guillemets de historien du cinéma, évidemment, je l'ai déjà dit dans plein de chroniques. Quand on dit qu'un truc est le premier, c'est jamais vrai, etc. C'est toujours des conventions et ça dépend de comment on le définit. Mais bref, le premier baiser de cinéma entre 2 hommes, ce serait dans le film Wings de William Wellman en 1926. C'est très furtif. Le baiser en lui-même est très furtif, mais la scène est très très longue. C'est des aviateurs, puis elle est construite comme une piéta. Notre ami Aurel pourrait disserter là-dessus pendant très longtemps. Mais bref, il y a une scène très très longue de déploration avec le gars qui pleure et le bisou est très très furtif, mais c'est une jolie scène. Là, c'est dur parce que je suis pas mauvaise joueuse, mais là, j'ai l'impression d'avoir déçu ma communauté, tu vois. Ça, c'est dur. Je sais qu'ils me pardonneront. Je sais que les queers me pardonneront. C'est bon. Et du coup, première adaptation d'Orgueil et Préjugés, c'était 1938, c'est à la télé britannique, si je dis pas de conneries. Punaise, c'est lointain, entre guillemets, je trouve. Ouais, c'est genre plus d'un siècle après le bouquin, Ouais. je pense. Et après, ils en ont fait une tous les 5 ans, quoi. C'est ça. Une fois qu'ils étaient lancés, ils étaient là, on y va. Bon, on continue dans l'ordre sur mon écran avec Alice. En plus, je vous promets que je triche pas, mais Alice, celui-là, il est quand même pas mal pour toi. Le mariage de Jacques Demy et Agnès Varda dans la timeline se situe à peu près quand? Bah, après, en dernier. Après la première adaptation d'Orgueil et Préjugés. Ouais, c'est ça. T'as une idée de la date à peu près? Non, pas du tout, j'ai peur de m'humilier. 1962, mariage de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Écoute, moi, je savais même pas qu'ils avaient été mariés. Donc, il y a pas d'humiliation à avoir. Flore, non. Ah non. Si. Ça, il y a quand même. Clara, la première comédie romantique au cinéma serait selon toi où dans notre timeline qui est pour l'instant un peu maigre? Je pense que c'est avant le premier baiser gay au cinéma. Wow, Joli. ben oui, 1924. Oh, pas beaucoup avant. Non, Purée. ce serait Sherlock Junior. Tu veux dire un mot sur Sherlock Junior, Raph? De Buster Keaton. Ouais. Je veux dire que je suis pas très sûr que ce soit vraiment une rom-com dans les clous et tout, mais Non, mais ça marche. le site Glamour dit que c'est la première. Et on embrasse Glamour. On a fait des petites recherches. Un point pour Clara. Flore, avec des guillemets, la première comédie romantique avec des zombies. Où se trouve-t-elle dans la timeline? Est-ce que c'est Orgueil, Préjugés et Zombies? J'ai vu qu'il y avait ça, je l'ai Oui, pas ça vu. mais- existe, ça existe. Est-ce que c'est Warm Bodies, cette affreuse purge Ah non, que je j'adore déteste. Warm Bodies, mais parce que j'adore Nicolas Ah Hoult. bon? C'est mon... Enfin, j'adore Ah oui, Warm non, mais Bodies, c'est ton problème, j'exagère. ça, c'est que- J'exagère, c'est juste qu'il y a Nicolas Hoult. J'ai envie de dire que c'est entre la première adaptation d'Orgueil et Préjugés, le mariage. Parce que quand même, les zombies, c'est un peu intemporel, je suis sûre qu'ils ont fait ça avant. Mais en même temps, comédie romantique... Non, mais je me trompe complètement. Je sais pas ce que je fais. Je vais dire Une avant le réponse. mariage. Je vais dire avant le mariage. Allez. Avant le mariage de Jacques Demy et Agnès Varda. Non, alors en fait, je sais pas, mais l'important dans l'intitulé de la question, c'était les guillemets qui font qu'en fait, la première comédie romantique avec des zombies, c'était la tagline de Shaun of the Dead. Et Shaun of the Dead, c'est sorti en 2004. Ah, c'était un Le piège. Le Ouais, là, on piège. est joli. Non, mais tu sais quoi, je pense qu'il y a peut-être pas eu de film romantique avec des zombies Je sais avant, pas s'il mais- y en a eu avant pour vrai, là. Déjà, le premier film avec les zombies de Romero, je pense que c'est les années 60. Je sais pas s'il y en a Ah, avant, donc... Aïe, aïe, aïe. ouais. Ça dépend C'est- comment on définit zombie. N'entrons pas dans ce débat. Oh là, non. Ouais, Surtout non. pas. C'est si les films de tout à l'heure, ils vont nous re-hater. C'est ça, c'est ça. On les avait récupérés. Sens critique en fureur. Bon, on en est à Alice. Alice, la première loi autorisant le divorce en France. On est un peu sorti de cinéma, mais on s'est dit qu'on allait mettre aussi des dates un peu politiques là-dedans. Je sais pas du tout. Je n'ai aucune conscience historique. C'est ça, faut y aller avec un guess. À ton avis, ça nous sortirait de quelle époque politique une loi sur le divorce? Je dirais que c'est avant tout. C'est avant 1924. Ouais, c'est avant 1924. Celle de Napoléon, non? Non, la date ne vous étonnera pas. 1792. Ah bah oui. Mmh. Nos révolutionnaires sûrs.
Mais parce que je crois que les femmes ont eu le droit de demander le divorce qu'à partir, genre dans les années 20 ou 30. Ouais, il y a moyen que ce soit plus tard, ouais. Clairement. Vraiment. C'est généralement comme ça. Je vous promets qu'il y a une très belle page Wikipédia sur cette première loi autorisant le divorce en France. Je vous y renvoie, c'est très très détaillé. Donc un point pour Alice. Clara, on est sur la suivante qui est la première apparition de Hugh Grant à l'écran. Donc voilà, faut estimer un peu l'âge de Hugh Grant. Il y a moyen de calculer un peu comme ça. Je pense qu'il est né dans les années 50, puisqu'il doit avoir 70 ans à peu près. Hugh Grant, il a 70 ans. Ouais, Quoi à peu près. C'est chaud, hein. Wow. Ouais, il a changé. Hugh Grant est vieux. Hein. Chaud. Pardon, enfin, c'est ok de vieillir, hein, pas d'agisme ici. Quoi, mais- il a pas 32 ans. Attendez, mais je suis choquée. Mais Choc ok. bar. Ah, j'ai envie de tenter après 1962, mais s'il a joué en tant qu'enfant, c'était plus tôt. Non, c'est ça, t'as raison. Allez. 1982. En fait, c'est pas si jeune que ça. Il a plutôt la vingtaine, je crois, à ce moment-là. Ok, donc Ouais. il a pas joué enfant. Mais oui, son premier rôle, meuf, c'est pas 4 mariages et un enterrement. Ben non, en fait, il a fait un film avant qui s'appelle Privileged, 82, et j'ai cherché juste avec Privileged et Hugh Grant, et regardez, il a la tête de Benjamin Duhamel, le non. présentateur de BFM. Je vous Ça veut jure dire que qu'il c'est ressemble à vrai. une souris. Pardon, ça, je pense que ça a pété un peu le sex appeal de cette émission de parler de Benjamin Duhamel, mais tant pis. Alors, la suivante est très précise. C'est vrai que Flore, c'était un Flore, peu... Flore, elle un allait peu dire, mais c'est très ok. précis. C'est pas grave. C'est tirageausort.net. Voilà. Je donne mes Nouveau sources. sponsor de l'émission. Donc, on entend à l'écran la phrase « Le problème avec les comédies romantiques, tu sais, c'est que les couples ne se forment qu'à la toute fin du film. » Ce dont on ne débattra pas, d'ailleurs, c'est probablement en grande partie faux. Ok. C'est une citation. On cherche la date de cette citation. Cette citation, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais me donne l'énergie d'un film de comédie romantique des années 2000, avec une héroïne un peu, genre, sassy, feisty, qui est là, genre, tu sais le problème avec les comédies romantiques. Donc, j'ai envie de dire que c'est après Shaun of the Dead ou avant Shaun of the Dead, mais c'est par là. J'ai envie de dire c'est les années 2000. On va dire après Shaun of the Dead? Pas loin. Tout le raisonnement est bon, mais... 2003 versus 2020, 2004. 2003. Ça, c'est criminel. C'est dans quel film? C'est dans Love Actually, je crois. Ah oui, ça me disait quelque chose. Ouais, et j'ai pas reconnu. Putain, j'ai honte de moi, là. Ouf, c'est dur. J'ai déçu une deuxième communauté avec ce jeu. C'est la communauté des Roms communistes. Non, mais c'est parce que c'est en VF. Il me semble que c'est Liam Neeson qui le dit à son, C'est possible, ouais. à son beau-fils. Ah oui, s'ils regardent Titanic ensemble, c'est trop mimes. Meilleur perso. On continue avec Alice. La France censure un film pour avoir montré une romance entre un homme noir et une femme blanche. Super, bonne ambiance. On l'a pas précisé, mais a priori, ce serait pour la première fois. Ou Raph, je donne le film ou pas? Je sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas, c'est un cas de censure assez emblématique, ouais. En France, en tout cas. On va dire entre Orgueil et Préjugés, le mariage de Jacques Demy et Agnès Varda. Eh my god, oui, c'est Wow. 1961, c'est-à-dire Oula, j'ai eu de la l'année chance. qui précède le mariage Ouais. de Jacques Demy et Agnès Varda. J'avais hésité avec What avant 38. C'est quel film? Il s'appelle Les Lâches Vives d'Espoir. C'est pas un film Ah qui ouais, a non. vraiment marqué l'histoire du cinéma, mais en tout cas, il a été censuré, puis réautorisé, puis en fait recoupé certaines scènes. Enfin voilà. Attends, je pensais que ça allait être dans les Ah années ouais, 40. punaise. 61. On vit vraiment dans une société, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est mais clair. là, c'est chaud. Hein, putain. Wow. On vivait du coup dans... Ouais, bah... En 61. Ah. Clara, j'en ai un qui a un petit peu de mauvaise foi dans sa formulation, mais vous écoutez Une invention sans avenir, fait que vous n'êtes pas abrité de la mauvaise foi. La première relation toxique représentée dans un film d'animation Disney. Blanche-Neige, Bien joué. 1900... Ouais. Donc Blanche-Neige, c'était 1928 ou 38. Donc je dirais entre le premier baiser gay au cinéma et l'adaptation. Pareil. 37, je crois. Ouais. Oui, c'est C'est exactement ça, c'est 1937. 37, pas Blanche-Neige. 38. Je l'ai passé à mes élèves Ah. tout à l'heure, alors j'étais contente, j'avais la date. T'as parlé de relations toxiques Non, je Disney. parlais de représentation du travail domestique à l'écran. Ah oui, c'est pas mal aussi, ouais. Ah ouais, là, il y a de quoi faire. Ok, la prochaine est donc pour Flore. J'aimerais avoir une victoire. J'aimerais avoir au moins un point. Ah bah attends, ouais, j'en ai une, la prochaine. Taylor Swift brise le cœur des fans en déclarant qu'elle est Team Jacob. Ah, joli.
Punaise, je savais pas qu'elle avait dit ça. Je l'adore, mais quelle idée. Flore a été invitée sur France Inter pour parler de Taylor Swift. C'est vrai. waouh. Bravo. Alors, elle a clairement dit ça quand elle est sortie avec Taylor Lautner. Elle est sortie avec Taylor Lautner à l'époque du film Valentine's Day. Valentine's Day, ça va être les années 2000. Et ben, ça va être après tout, parce que de toute façon, Twilight, c'est sorti. Oui, Ouais. je pense même... Attends, je vais essayer de deviner la date. C'est Je vais essayer de deviner la date. On en est là. 2000... non, mais là, j'abuse un peu. Je vais peut-être me ridiculiser, mais je pense qu'elle a dit ça genre en... Ça devait être en 2010 ou 2011. C'est pas loin, c'est 2009, d'après les sources de Raph. Bravo. C'est un vieil article de Buzz qui dit les célébrités se positionnent, Edouard ou Jacob. Du coup, Elle pour la répond à des liste. vrais débats politiques de société très importants. Team Jacob ou Team Edouard. Donc vous avez mis une question sur Taylor Swift sans savoir que Flore est experte Taylor Swift? Peut-être je le savais inconsciemment. Waouh, En mais vous c'est trop écoutant, fort. Non, mais on savait que vous étiez experte Twilight, a priori. Oui, Ouais. ça c'est sûr. 2 casquettes dont je suis très fière. Bon, allez, encore une pour Alice et une pour Clara. Dans ce cas, Alice, Michel Legrand compose Les Moulins de mon cœur pour le film L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Ce serait où dans la timeline? Bah, j'en sais rien. Je l'ai pas vu. Je sais pas du tout ce que c'est que ce film. Je connais la musique, mais je sais Ouais, pas du c'est tout ça, ce que c'est que ce film. C'était juste pour plugger le fait que cette musique Ouais. d'amour hyper connue était Mhm. un film très cool d'ailleurs. Très très Ah cool. oui Ouais. Ouais. Histoire d'amour entre Steve McQueen et Faye Dunaway avec un planeur, une scène incroyable. Bref. Allez, on va dire entre le mariage de Jacques Demy et la première apparition du grand à l'écran. Mais exactement, 1968. bravo. Bien joué. 1968, Les Moulins de mon cœur. Ça y est, vous l'avez tous et toutes dans la tête. J'adore cette chanson. Je te soupçonne d'avoir mis ça juste pour pouvoir la mettre en musique de fin de En l'émission. générique de fin de l'émission, mais bien sûr. Mais 100%, c'est 100%. Juliette Armanet, on a fait une version exceptionnelle au Festival de Cannes en 2018. Voilà, je vous le dis Ouais. comme ça. Raison de plus pour aller me 2019. renseigner. Ce serait la dernière pour Clara qui nous permettra de savoir si donc on termine en égalité entre Alice et Clara ou si Alice gagne. Raph, tu voulais choisir Je sais pas, attends, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, on pourrait dire, par exemple, le premier film représentant une danse entre deux hommes. C'est pas mal ça. Oh, wow. Le premier film représentant une danse entre deux hommes, entre deux personnages qui sont stéréotypés comme des hommes à l'écran. Mhm. Une danse entre deux hommes, mais c'est-à-dire... Parce que dans Chantons sous la pluie, ils dansent ensemble, mais c'est pas... Ah, ils dansent collés serrés Quand même, Ah ouais, voilà, ok, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Ils font pas la Macarena. C'est vraiment... Ah, la première Macarena à l'écran, c'était quand? dans les bras l'un de l'autre. Personnages qui sont caractérisés comme des hommes à l'écran, il y a Some Like It Hot de Billy Wilder. Mais je pense que ça devait être avant. Eh ben, tu sais quoi, je vais mettre ça avant le premier baiser. Ça me semble logique. Entre 1924 et 1926. Oui. C'est risqué. Hein. C'est très risqué. Mais elle vit dans le risque, Clara. C'est le super banco, là, y a pas moyen. Non, mais t'étais vraiment pas loin parce que t'es juste, ça aurait été le cran d'au-dessus. Oh putain. C'est 1895. Wow. Eh ouais. Wow. Ouais, c'est un film qui est souvent justement évoqué comme la première scène gay de l'histoire du cinéma, ce qui est une interprétation quand même très très large des termes, mais c'est un film sonore expérimental de la compagnie de Edison. J'adore. Edison, il a dit gay rights. En plus d'être un des premiers films tout court de l'histoire du cinéma, c'est un des premiers films sonores, une expérimentation de synchronisation du son à l'écran, et donc il y a un violoniste qui joue et il y a deux hommes qui dansent juste à côté. Ah. Est-ce que c'est pour suggérer une attraction ou est-ce que c'est juste qu'ils aimaient tellement pas les femmes qu'ils préféraient faire jouer des hommes? Ouais, j'allais dire, sans doute parce que les femmes n'avaient pas le droit. Voilà, c'est ça. Ah non, quand même, on va pas filmer des femmes, on est en 1895 les gars, On préfère danser entre nous. Bravo Alice. Bien joué, Alice. Wouh. Jolie victoire. Bravo, bravo. Merci. J'espère qu'on vous a fait apprendre des trucs, notamment des trucs à la con sur l'histoire du cinéma. C'était trop bien. Ce qui est bien aussi, c'est comme on était 3, on est toutes sur le podium. Eh bah ouais, Et voilà. ça, j'apprécie. C'est bon. Voilà. C'est la vraie sororité.
Amour et cinéma au programme de l'émission d'aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure avec nos invités du podcast Rom Comment. Vous avez l'habitude de vous pencher sur les tropes et les clichés liés aux comédies romantiques. On va même en faire un peu d'histoire. On vient de jouer à Timeline avec toi, Clara, puisque tu nous parles du passage de flambeau ou quelque chose comme ça entre deux clichés, le bad boy et le nice guy, Clara. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de mal parler des hommes, une fois de plus dans un micro, parce que c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Nous, si on peut servir à quelque chose, on est content, t'inquiète. C'est parfait. Donc, quand Raphaël nous a contactés, il nous a dit, voilà, est-ce que vous voulez venir parler mal de certaines choses dans notre podcast? J'ai dit, évidemment, parce que j'ai un life motto qui est être un rageux n'est pas un trait de personnalité. C'est-à-dire que détester les enfants, détester les chiens ne fait pas de vous une personne meilleure. Détester Noël. Détester les hommes? Oui. Beaucoup plus. Quand même. C'est là que ma chronique du jour porte sur un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup. Dans les rom-coms qu'on appellera classiques, c'est-à-dire boy meets girl, boy and girl fall in love, et après, Inch'Allah, ça se passe bien. On a souvent un archétype qui revient dans les rom-coms d'antan. C'est l'archétype du bad boy. Alors, pour m'aider dans ma chronique, qui sera plutôt sous forme de discussion, hein, n'est-ce pas, je l'espère, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont attirées par les hommes autour de cette table. Je ne sais même pas s'il y en a, pour être honnête avec vous. Un peu. Mais comme Alice a parlé de Monsieur Darcy pendant 15 minutes, je me dis que c'est peut-être une bonne cliente. Disons qu'il y a un running gag sur Adam Driver dans cette émission, fait qu'il y avait des indices. Parfait. Alice, ton premier souvenir de bad boy, qu'est-ce que c'est? Là, je pense à... Comment il s'appelle ce film là avec Johnny Depp, avec il a la larme tatouée là sur le... Ah, Cry Baby. Cry Baby. Cry Baby. Ok. Ouais. Johnny Depp, Cry Baby. Excellente réponse. Il n'y avait évidemment pas de bonne réponse. Mais en effet, nos adolescents ont été bercés par des représentations d'hommes qui étaient des bad boys. C'est-à-dire des garçons qui faisaient pas tout comme les autres, des voyous. Et quand je dis c'est un garçon pas comme les autres, je ne veux pas dire que comme Ziggy, il est homosexuel. Oh non, celui-ci est extrêmement hétérosexuel. Celui-ci pue le déo Axe. Vous savez, celui qui sent un peu le cookies and cream, là. Horrible. Le dark chocolate. Voilà, celui-ci sent malheureusement le harcèlement dans les vestiaires de sport et les mais tu sais t'es pas trop mal pour une grosse. Ce genre de mec, mais si vous voyez totalement qui c'est. Le bad boy a conquis les cœurs de la plupart des personnes qui regardaient des rom-coms depuis en fait un paquet de temps, puisque le bad boy essentiel quand on parle de rom-com, c'est Danny Zuko dans Grease, qui est quand même un film qui commence à dater un petit peu. Alors pourquoi est-ce que Sandy, qui est quand même une fille qui a l'air un petit peu coconne, mais quand même un petit peu sensée, et s'éprend de ce mec qui a visiblement 2 neurones alignés, qui est déjà bien trop vieux pour être au lycée, et qui en plus est une véritable ordure. Pourquoi? Je vous le demande. C'est vrai, ça. Il a une veste en cuir. Il a une super coiffure. Il a une moto. Exactement. Ce sont les atouts du bad boy. D'ailleurs, mes élèves m'ont demandé récemment, maîtresse, pourquoi est-ce que tu te passes la main dans les cheveux tout le temps? Parce que j'ai les cheveux courts, je me suis rasé la tête récemment, et du coup, je me recoiffe un peu souvent, et j'ai dit, parce que c'est un truc de beau gosse, et ils m'ont tous regardé comme si vraiment j'avais sorti la table de 9 d'un coup. Ils ont pas encore vu Grease, ils sont trop jeunes, ils savent pas. Grease Lighting. Je me suis dit que heureusement que je me charge de leur éducation, parce que sinon, c'est clairement foutu. Le bad boy était donc celui qu'on voulait tous dater quand on était adolescente. Bad boy en chef, j'aimerais vous sortir de mon chapeau Jacob, hein, de Twilight, qui n'est pas à proprement parler une rom-com, mais les personnes qui étaient Team Jacob savaient très bien pourquoi elles étaient Team Jacob. C'est parce que Jacob, il est un peu sale, il fait de la moto, et en plus il est pas comme les autres mecs, tu vois. Lui, il a un truc vraiment violent en lui. Putain, c'est tellement sexy, les mecs qui frappent dans les murs et tout. Ouais. Et il a un truc louche avec les enfants aussi, mais bon, ça. Ouais, mais ça c'est tellement sexy. Les gens qui ont regardé toute la saga savent. Cependant, au bad boy, récemment a succédé un autre archétype d'homme que vous allez vous dire, ah bah enfin Clara, t'as pu mettre de l'eau dans ton vin et faire la paix avec le genre. Non, totalement pas. C'est peut-être pire. Écoutez-moi bien quand je dis
que le nice guy, qui est le nouvel archétype masculin représenté dans les rom-coms et dans les films romantiques hétéro-normés. J'ai longtemps hésité d'ailleurs pour cette chronique à parler à faire une chronique qui s'intitulerait Pourquoi les personnages queer meurent toujours à la fin de leurs histoires d'amour. Mais je me suis dit que c'était pas très feel good et que je préférais cracher sur le genre masculin à la place. Ça nous redonne des années de vie. Ouais, faire ça. on est sur un épisode feel good. Bref, le nice guy. Mais si, vous connaissez le nice guy, comme vous connaissez le bad boy. Le nice guy, c'est ce mec, tu sais, c'est ton pote au début. Il est là, au collège, et puis, c'est pas un garçon comme les autres, il n'est toujours pas homosexuel, attention. Allez voir Starmania, la scène musicale, c'est formidable. Ce n'est toujours pas un homosexuel, c'est toujours un mec qui pue, qui transpire l'hétérosexualité. Et malheureusement, on s'en rend moins compte. En tout cas, moins vite. Prenons cet ami qu'on va appeler Tom. Tom, c'est un nom de nice guy. Est-ce que j'ai pris ce nom au hasard ? Bien sûr que non, c'est le nom du protagoniste de 500 jours ensemble. Ça, c'est un coup bas, je te retiens, mais c'est vrai, c'est le pire nice guy. C'est vrai, c'est réel. Tom, c'est un mec, il est mimsou, quoi. Genre, il est pas très baraqué, il est comme ça dans la rue, tu te dirais, oh là là, il doit avoir un taf lambda, genre, je sais pas, au hasard, hein, totalement, écrire des prompts pour une société qui fait des cartes de vœux, par exemple. Voilà, un taf de nice guy. C'est un mec qui est gentil, Puis c'est bizarre parce qu'il a jamais vraiment eu de relation, Tom. Alors qu'il est gentil, tu vois. Et puis toi, tu le considères et tu dis non, mais c'est un bon copain, j'ai pas trop envie de passer à autre chose avec lui. Et puis tu lui donnes sa chance à Tom. Tu te dis vas-y, j'y vais. Il a l'air gentil, je commence à en avoir marre des mecs qui me traitent comme de la merde. Allons-y pour le nice guy. Et là, tu te rends compte que t'as mis le pied dans l'engrenage le plus vicieux de ce que l'hétérosexualité a à t'apporter. Parce que le nice guy, non seulement tu peux l'appeler comme ça, mais lui, il sait très bien qu'il s'appelle comme ça. Et il va user de son pouvoir de niceness pour détruire ta vie. Mais pourquoi tu sors avec tes copines au lieu de venir avec moi ? Moi, je suis gentil, je comprends pas pourquoi. Oh là là, je suis tellement petit et mignon et gentil, et toi, t'es vraiment qu'une sale garce. Et oui, ça se termine toujours comme ça avec les nice guys. Les nice guys, ce sont les hommes qui ont malheureusement tellement souffert des femmes, les méchantes, ouin ouin, bouhou, qu'ils s'en retrouvent un petit peu tout cabossés, un petit peu tout froissés, et que jamais personne n'a voulu leur donner leur chance. Rendez-vous compte, qu'est-ce que c'est triste d'être un homme hétérosexuel en 2024. J'ai rencontré récemment une personne qui m'a dit non mais Clara, tu sais, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'être de droite que d'être homosexuel. Quoi ? Et déjà, je pensais que c'était genre l'épitome de l'audace. C'est une blague. Vraiment. Qu'est-ce que l'audace ? C'est ça. Voilà. Mais l'audace, c'est aussi ce mec qui dit oh là là, je suis allée en date avec une meuf et au bout je l'ai écouté parler pendant 3 heures de ses problèmes et après elle a même pas voulu m'embrasser, quoi. Ça c'est la vraie audace des hommes. Et ça c'est vraiment terrible parce que le problème, c'est qu'on passe d'un archétype masculin qui est extrêmement toxique, nocif et violent à un autre archétype masculin qui est extrêmement toxique, nocif et violent, bien que ce soit psychologique. Parce que pourquoi est-ce que les rom-coms sont autant intéressés par ces archétypes-là ? Parce que ce sont des hommes, entre guillemets, à soigner. Et je ne peux pas parler du bad boy et du nice guy sans parler du syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière, c'est ce sur quoi s'est basée toute la pop culture des 20 dernières années pour faire, excusez-moi du terme, mouiller les adolescentes. C'est terminé. Vous voyez ce gars-là ? Oh là là, il est tellement malheureux et triste, il a frappé dans un mur. Vous pouvez le changer. Vous pouvez le changer. Récemment, j'ai vu des meufs simper sur qui ? Sur le président Snow, dans le préquel de Hunger Games. Excusez-moi, on parle quand même d'un dictateur qui a provoqué la mort de centaines d'enfants. Mais meuf, il est trop beau, il a les cheveux décolorés et il a les yeux bleus, quoi. Non mais attends, derrière chaque dictateur, il y a un petit garçon fragile. Il est malheureux, Raphaël. Évidemment que moi, je pourrais le changer. En fait, toute cette industrie médiatique-là se porte sur cette chose qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, qui est donc l'appétence pour, entre guillemets, énorme, hein, les femmes, à vouloir changer et sauver un homme qui est pris dans une espèce de tourmente émotionnelle. Évidemment, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est fictif. Ce n'est pas le cas. Le syndrome de l'infirmière existe bel et bien. J'ai assez de potes hétéros pour me le confirmer chaque jour que Dieu fait. Et c'est fatigant. Donc, en plus, je commence à en avoir marre de les voir dans la fiction. Cela dit, je pense que passer du bad boy au nice guy, c'est aussi pas un hasard total. Pourquoi ? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, et ça commence comme un podcast d'un vidéaste harceleur dans les années 2000, mais je vous jure ça va plus loin que ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais être une meuf ou genre tout simplement issue d'une minorité, c'est un peu naze.
depuis la nuit des temps. Mais alors récemment, c'est vrai qu'on a l'impression d'un petit peu régresser. Et est-ce que les meufs, elles ont envie de se farcir un mec qui va arriver au volant de sa Chevrolet et me dire non mais là je suis tellement brisée à l'intérieur parce que ma mère elle a pris du crack et puis ensuite j'étais vraiment pas bien donc je suis allée voir mon meilleur ami qui s'est suicidé. Non, on a envie, enfin j'utilise le on métaphorique. On a envie d'entendre Pas tout le monde autour de ça. not all women, not any women. Mais bon. On a plutôt envie de rentrer à la maison et de voir quelqu'un d'assez doux, de sympathique et de se dire voilà, je veux me projeter dans cet idéal romantique avec cette personne. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça, ça repose sur les bases de la confiance en soi des femmes, qui est complètement détériorée en fait, grâce à cette espèce d'emprise médiatique sur les archétypes masculins qui sont mis en avance. Bon, moi, je propose un nouvel archétype masculin. Et ce nouvel archétype masculin, c'est pas un homme. J'en étais sûr. On l'avait vu venir. C'est la butch. C'est la butch. J'avais raison. Yes. Et si le nouvel homme, c'était elle, finalement? La lesbienne à chemise à carreaux, avec les cheveux courts, qui, bien sûr, va t'appeler baby girl et prendre soin de toi, mais en plus, ne fera pas passer tous les traumatismes de son père par ses points ou par ses mots. Mais quel plaisir! Alors, cette année, offrez-vous quelque chose de bien pour la Saint-Valentin. Faites-vous plaisir. Offrez-vous une bouche. Je ne peux qu'approuver ce message en tant que lesbienne présente. On pourra pas dire qu'il n'y a pas de solutions qui sont proposées à la fin. Hein. Ah, moi je suis là pour donner des solutions. Le lesbianisme politique. Prenez ça comme un podcast qui aide les gens. T'as des conseils de films, du coup, avec ce nouvel archétype, ou ils sont en production Alors, actuellement, je suis en train de mettre un max de moula de côté pour produire des films, mais l'univers est bien fait car aujourd'hui est sortie la bande-annonce d'un film qui se passe dans les années 80, qui est un thriller polar, qui met en scène deux femmes qui font du sport dans la même salle de gym et qui en fait vont être mêlées amoureusement et également dans une intrigue avec Kristen Stewart. Cool, trop bien. Et ça, à mes yeux, c'est Girl Dinner. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais Girl Dinner. Parce que pareil, en vrai, j'aurais pu parler pendant 45 minutes de les lesbiennes qui sont représentées à l'écran. Soit c'est des choses hyper négatives de type... hyper négatives. C'est une représentation qui existe, mais qui est connotée, c'est-à-dire Big Boo, par exemple, dans Orange is the New Black. Donc hyper butch, mais hyper violente, vulgaire, etc. Ou sinon, c'est des meufs hyper femmes, comme Kristen Stewart et sa meuf dans Noël, ma belle famille et moi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas de film à vous recommander avec une butch qui te donne envie de tout plaquer pour partir élever des chèvres. J'aimerais bien, hein, mais je n'en ai pas. Déjà, les rom-coms lesbiennes, c'est extrêmement rare. Mais alors, les rom-coms lesbiennes avec dedans l'une des lesbiennes qui est masculine, c'est-à-dire qu'il ne peut pas plaire au male gaze. Alors déjà que les rom-coms, déjà, c'est pas pour le male gaze. Mais bon, là, ça va trop loin. Mais je pense que là, il y a quand même de plus en plus, parce que, alors, pour le coup, il y a pas de butch dedans. Mais aujourd'hui, ils ont aussi sorti la bande-annonce d'une nouvelle rom-com qui a un road trip avec l'actrice Margaret Qualley. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Ouais, c'est ça. La meuf de The Leftovers. Ou avec les grands yeux bleus là. Bon bref. Et oui, une autre meuf. Donc là, on commence de plus en plus. Donc je pense qu'on va y arriver. Par contre, je fais une méga parenthèse. Ce n'est pas du tout un film, mais si vous êtes intéressé à la figure de la butch, je vous recommande très 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 chaudement de lire le bouquin Stone Butch Blues de Leslie Feinstein, je crois. Pareil, désolé, je fais son nom, mais qui par contre toute une histoire de un peu des butch et toute une histoire. Il y a un peu d'histoire d'amour et tout. C'est vraiment un super bouquin. Et il y a eu un punaise de travail de traduction qui a été fait en France pour le sortir, parce qu'il y a beaucoup d'usage du neutre, parce que la personne, en fait, l'héroïne et le héros est un peu non-binaire. Enfin bref, super. Je recommande. Voilà, c'était la parenthèse littérature. C'est bon, on prend tous les conseils, c'était 100% dans le thème. Et oui, effectivement, c'est assez convaincant, en fait, comme idée de si les archétypes masculins sont nocifs, toxiques et violents. J'ai noté ta formule parce qu'elle est très, très efficace. Enlevons-les, quoi. Enlevons les hommes. Moi, c'est ma réponse facile. C'était pourtant simple. Ah oui. C'est clair. Après, en vrai, je fais un peu ma Timorée parce que je pourrais vous recommander un film avec une butch, parce que dans Titanic, oui. Jack est clairement une butch. C'est la réalisatrice Céline Sciamma qui a dit que Jack était une butch et que Titanic c'était le premier film avec du female gaze. Et j'ai même une affiche dans ma salle de bain avec marqué « Oui, Jack est une butch » avec Leonardo DiCaprio dessus. Dédicacé par Céline Sciamma. Ah, I wish. Céline, si tu passes par là. Ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ce conseil à la fois scénaristique et puis ces petits conseils de choses à regarder, à lire, très très convaincant. Encore une fois, je le redis, Clara, merci beaucoup.
On termine avec la chronique de Raph qui a un titre et un sujet qui n'étonneront personne, en tout cas pas les gens qui connaissent bien le podcast déjà, puisque la chronique de Raph s'intitule « Comédie romantique et lutte des classes ». Ouais, alors, je sais, On est à la maison ici, là, je me sens mise dans mes pantoufles et mon plaid, là. Ouais, là prenez là. pas des pantoufles trop confortables non plus, vous allez être déçus parce que du coup j'ai mis ce titre qui claque un peu juste pour essayer de faire passer le fait que c'est quand même très anecdotique comme chronique, vous allez voir. En fait, comme je suis pas un énorme expert et que je préfère laisser parler les personnes qui sont plus concernées que moi, je me suis dit je vais faire un truc vraiment juste à partir d'un petit point qui est un film que j'ai découvert cette année et que en fait j'aurais pu découvrir bien avant si j'avais un peu de culture cinéphile, mais c'est pas le cas. Donc c'est New York Miami de Frank Capra qui date de 1934. Il s'appelle It Happened One Night en version originale et c'est un énorme classique de la comédie américaine des années 30 mais que moi j'avais jamais vu et j'ai découvert en festival cette année attiré un peu par le côté justement gros classique que j'ai pas vu et c'est censé être, enfin c'est quand même un peu cool à voir en salle ce genre de film quoi. Et en fait, j'y pense maintenant parce que c'est un film qui est censé être fondateur de toute la comédie américaine. C'est pas moi, c'est Internet qui le dit. Hein. C'est clair. Et en particulier, c'est une comédie romantique. C'est peut-être même une des premières, en tout cas une des premières à avoir eu énormément de succès. Parce que c'est un gros casting, Clark Gable, Claudette Colbert, qui à l'époque sont vraiment des acteurs superstars, quoi. Et c'est un film qui a énormément marché auprès du grand public. Donc peut-être la première comédie romantique au sens où tu disais, Flore, tout à l'heure, qui est vraiment dans la culture populaire que tout le monde a vu, quoi. Et alors pour les historiens, c'est le film qui est censé avoir lancé aussi là, ce que les Américains appellent la screwball comedy, donc comédie loufoque ou quelque chose comme ça, qui est un genre de, en gros, de mix entre des questions de mœurs, mariage, adultère et tout ça, et du burlesque, mais en même temps du dialogue très dynamique, très virtuose et tout ça. Enfin voilà. Et puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un très bon exemple, New York Miami, du trope, j'utilise ce mot parce que vous êtes là évidemment, de From Enemies to Lovers, puisque en gros, Claudette Colbert, elle joue la fille d'un milliardaire qui veut la marier à un mec nul mais milliardaire aussi, donc voilà. Pratique. Et bah oui, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas. Et en fait, la première scène, c'est elle qui s'échappe de yacht de son père en plongeant à l'arrache dans la mer. Et après, du coup, elle atterrit en Floride et elle se dit, ok, je vais rejoindre New York toute seule, sans un sou et sans rien, alors qu'elle a été élevée dans la thune et tout ça. Et donc, elle tombe sur Clark Gable qui joue un journaliste fauché. Et évidemment, ils sont très éloignés socialement. Au début, ils se détestent, machin. Et en plus, ils se croisent dans un bus surblindé. Tout le monde est les uns sur les autres, machin. Et au fur et à mesure, ils apprennent à se connaître. Et lui, en gros, il va passer un espèce de marché avec elle, qui est qu'il la livre pas pour toucher la récompense. Et en échange, il va rédiger un article sensationnel sur leur road trip, quoi. Voilà, un petit peu le deal. En plus de ça, ils sont pas que ennemis. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont pas du tout de la même classe sociale, parce que, oui, un journaliste à l'époque, enfin, je sais pas, je connais pas assez bien la profession, mais je crois que déjà aujourd'hui, c'est quand même pas mal précaire, et à l'époque, le gars, il a l'air vraiment d'être sur la paille, quoi. Alors, c'est pas non plus un film super engagé. Je vous ai vendu de la lutte des classes, c'est pas non plus complètement vrai, hein, on va pas se mentir. Déjà, Frank Capra, bon, c'est pas un gros marxiste. Le mec, il est fils immigré italien ou fils d'immigré italien, je sais plus. Il arrive aux États-Unis en mode rêve américain, je m'en fous, c'est la patrie qui m'a tout donné, je vais tout lui rendre. Donc, méga patriote, d'ailleurs, il fera plus tard des films de propagande pour l'État américain dans les années 40. Donc voilà, bref. C'est vrai que bizarrement, dans cet épisode, on n'a pas encore parlé beaucoup de l'amour de la patrie. Mais bon, C'est vrai. on peut refermer cette parenthèse tout de suite, hein, c'est bon. On peut la refermer parce que du coup, je crois que en gros, on est un peu tôt dans sa vie et c'est avant son tournant ultra patriotique. Mais bon, quand même, voilà, c'est pas un mec très progressiste, quoi. C'est ça. Et puis, comme vous le dites, on est évidemment dans un film des années 30 et il y a des passages bien sexistes, il y a des trucs comme ça. Bon, cela dit, il y a pas que les années 30 qui brillent par cet aspect-là.
Et en fait, moi, ça m'a fait vachement réfléchir parce que le modèle de rom-com qu'on a aujourd'hui, qui est la rom-com un peu à l'anglaise, où il y a aussi une différence de classe, je pense Notting Hill par exemple, qui est, tu vois, hyper symptomatique de ça. Il y a une différence de classe, mais en général, c'est entre ultra riche et classe moyenne. Genre voilà, Hugh Grant qui est un petit libraire indé de hipster qui sert des matchs latte à 12 livres là, machin. Voilà. En fait, on essaie de nous faire croire qu'il est vachement moins bien qu'elle dans Notting Hill. À l'époque, c'était moins gentrifié Notting Hill. C'est ce film qui a participé à la gentrification. Non, mais vraie histoire. Le réalisateur lui-même a dit qu'il sait qu'il a participé à la gentrification du quartier, quoi. C'est terrible. Mais... Non, mais il y a un truc avec les librairies, hein. Ouais, les Anglais et les libraires. Ouais. Bah, c'est clair. En fait, ils essaient de nous faire des différences de classe, mais un peu différence entre plus et plus, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me convainc pas trop. Ouais, quoi. en fait, c'est quand t'as dit milieu de classe, genre c'est moyen plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les gens qui croient qu'ils sont de classe moyenne alors qu'en fait ils touchent 5000 balles par mois, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et bah, du coup, moi, ce que j'aime bien dans New York Miami et ce qui m'a un peu frappé, c'est que c'est pas le cas. Il y a un vrai pauvre. Alors, c'est pas, il a de quoi payer le bus. D'accord. C'est pas la classe la plus basse Ouah, le possible. riche. Mais voilà. Ouais, j'allais dire en 2024 à Paris ou pendant les JO, pouvoir te payer le bus, t'es en haut du panier, hein. L'INSEE, classe CSP++. Hein. Et puis il y a un autre, donc en fait ce fil directeur là du film, il est pas mal travaillé dans des petits détails aussi que moi j'ai apprécié, qui vont justement un peu singulariser la dimension de classe des personnages. Par exemple, donc elle de son côté, bah évidemment elle a pas l'habitude des trucs de pauvres, donc à un moment le chauffeur fait une pause, elle descend, puis en fait quand elle revient il est parti parce que elle a l'habitude que le chauffeur il attende, et bah là non. Et ou alors elle doit passer la nuit dehors dans le foin, machin, des trucs comme ça. Comme tous les pauvres. Voilà, comme tous les pauvres. Et voilà, et lui il est dans la débrouille, c'est lui qui va essayer de glaner des trucs à manger pour la nourrir parce que évidemment elle sait pas faire tout ça. Bon, il y a un peu un truc patriarcal quand même évidemment malsain quand on le voit aujourd'hui de voilà, sans lui elle pourrait pas survivre toute seule parce que la cuillère en argent dans la bouche, tout ça. Et tout ça se passe en 1934 et bah, si vous avez un peu suivi l'histoire américaine, vous savez que c'est pendant ce qu'on appelle la Grande Dépression. Donc, le moment où, justement, les gens sont poussés sur les routes parce qu'il y a plus de travail nulle part, parce qu'il y a la sécheresse qui fait que les agriculteurs sont obligés de traverser 3 États pour essayer de s'en sortir ailleurs, changer de métier et tout. Et du coup, je trouve ça assez marrant, cette comédie romantique qui met en scène des nomades, en fait, enfin, des gens qui font tout un road trip pour essayer de rentrer chez eux depuis un coin paumé. Et qui est certainement chez le public de l'époque fait un petit peu écho justement à cette réalité sociale où bah voilà les gens sont sur les routes, on essaye de chercher du travail ailleurs et il y en a nulle part, enfin, voilà. Alors bon là je vous vends un truc vraiment de gauche et tout ça, il y a bien sûr des aspects relous, c'est une comédie donc évidemment il faut que ça se réconcilie à la fin et je sais pas pourquoi on veut absolument que les riches se réconcilient avec les pauvres, ça me fume un petit peu mais bon bah voilà c'est comme ça dans le cinéma. Donc il y a notamment un dernier acte assez chiant je trouve avec Papa Bolloré qui finit par être d'accord pour qu'elle épouse le mec parce que ça y est il croit à l'amour, tout ça se goupille bien, c'est génial. C'est vrai. Ce retournement, il est vraiment invraisemblable. D'un coup, le mec, il... Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est absurde. Il se met à faire confiance à sa fille, déjà. Ça, c'est... Déjà, oui, c'est on n'y croit pas du tout. On est dans les années 30, c'est improbable. Impossible. Bah, peut-être c'est un truc pour se conformer au code du genre aussi, genre ils font un happy end, ils ont trouvé rien d'autre, j'en sais rien, enfin voilà. Et mais moi ce que j'aime bien, c'est que du coup il y a un peu 2 moments de réconciliation. Il y a cette fin très arbitraire où genre c'est le scénariste qui a dit allez on s'en fout, tout le monde est content à la fin. Et il y a une autre moment de réconciliation, c'est le moment musical dans le bus. Je sais pas si tu te souviens Robin, ils sont dans ce bus qui les ramène vers le nord, tout ça, et il y a tous les gens qui se mettent à chanter une chanson dans le bus en pleine nuit, et il y a tous les gens qui vont faire un couplet. Alors il y a le marin qui arrive, qui se lève, qui fait un couplet, il y a l'étudiant qui fait un couplet, derrière tu sens qu'il y a une espèce de représentativité sociale, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des blancs, il y a un mec un peu habillé en type juif, tu vois, avec la coiffure traditionnelle, le chapeau et tout. Et du coup, c'est autour de valeurs populaires, genre on chante tous ensemble, on se met un petit coup dans le nez parce qu'il y a des flasques qui tournent, et puis voilà, c'est ça ce qui fait l'unanimisme un petit peu de la nation américaine, c'est on est tous dans le même bus, on est torchés et on connaît la chanson quoi. Bon, c'est un peu que des mecs. Depuis aujourd'hui, on le voit très vite, mais voilà, ça reste une espèce de réconciliation qui se fait pas autour de valeurs nobles, mais autour de valeurs populaires. J'ai un peu apprécié ça. Et alors.
moi j'ai fait des études de cinéma, et en gros la seule chose que je connaissais de ce film, c'est le seul truc dans les études de cinéma où en général on accepte de parler de comédie romantique, c'est parce qu'il y a un philosophe qui a écrit dessus. C'est Stanley Cavell, un philosophe américain qui est en gros le seul passage où on va te parler de ce genre de film dans ta scolarité, quoi. Parce qu'il a écrit un livre sur les comédies du remariage, il appelle ça comme ça. Et il est l'auteur d'un livre, donc c'est dans un livre qui s'appelle Le cinéma nous rend-il meilleur, notamment les comédies dans sa truc. Et sa réponse c'est oui, en particulier parce que justement, comme tu disais Fleur tout à l'heure, ça nous donne des modèles auxquels on peut soit s'identifier, soit se désidentifier, mais qui vont nous permettre de penser ce qu'on a envie d'être dans la vie, parce que en gros c'est des vraies histoires qui parlent à tout le monde, contrairement aux films d'action, aux films d'aventure. En tout cas ça parle à des personnes lambda, quoi, qui connaissent le fait d'être avec quelqu'un qui est trop différent de nous, d'être insatisfait de son mariage, des trucs comme ça, quoi. Des vrais problèmes humains. Cavell, il dit pas comédie romantique, il dit comédie de remariage, pour dire, voilà, en gros que c'est des personnages qui sont déjà mariés au début, qui connaissent la vie conjugale, qui savent que c'est globalement à chier, et du coup, ils vont devoir soit réapprendre à aimer l'autre, donc se remarier symboliquement, soit se marier carrément avec quelqu'un d'autre, c'est ce qui se passe dans le film de Capra. Et donc voilà, le film a toutes les caractéristiques de ça, et d'où aussi ce qui fait un petit peu sa saveur, c'est-à-dire que comme c'est des personnages qui sont pas des jeunes premiers, il y a plein d'allusions sexuelles, il y a plein de trucs qui montrent que ils en ont quand même un petit peu appris dans la vie, qu'ils sortent pas de leur œuf, quoi. Et ça passe par le fait de faire comprendre que à la fois c'est des problèmes qui parlent à tout le monde, et à la fois il y a une espèce de tension dans le film entre c'est des problèmes que tout le monde peut avoir, mais en même temps c'est des problèmes de riches. Parce que quand tu dors dans le foin et que t'as pas à manger, en fait, tu peux pas te préoccuper de avec qui tu vas coucher, est-ce que ton mariage il est bien, ou est-ce que tu pourrais en faire un mieux et tout. Ça remet un peu en question le fondement même de la comédie romantique, qui est il faut déjà avoir un toit en fait pour avoir une histoire d'amour. Et je trouve que cette espèce de tension que je pense qui est pas vraiment voulue par le cinéaste. En gros, lui, il a pas vraiment conscience de faire un film autant de gauche, je pense, que ce que c'est à la fin. Accidentellement mais moi, de gauche. j'aime bien ce genre de... Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, enfin, c'était quelques petites réflexions comme ça qui me sont venues à la vision de ce film que je connaissais pas, et même s'il est loin d'être parfait, surtout depuis 2024, quoi, j'ai trouvé en gros deux choses que je trouve un peu rares dans les rom-coms plus récentes, à savoir la lutte des classes, et le côté justement nomade, qui sort un petit peu de ce schéma comédie de classe moyenne installée dans des petits quartiers mignons ou dans des banlieues pavillonnaires pour la version américaine, quoi. Ou dans des appartements à New York que tu ne sais pas comment une journaliste qui vient à New York pourrait se payer. Mais... C'est ça. Donc j'ai compris ce qui me frustrait avec ce genre, et voilà, j'aimerais des butch dans la nature, peut-être pour continuer dans le on fait notre liste au Père Noël, quoi. Mais du coup, immédiatement, j'ai envie de te demander, t'as regardé Dirty Dancing? Ouais, et pour le coup, c'était un des seuls contre-exemples auxquels j'ai pensé, je crois. Parce qu'en termes de lutte des classes, je trouve qu'il y a pas assez... Quel banger en termes de lutte des classes. C'est incroyable. Parce qu'en plus, j'ai vachement relevé quand tu dis qu'à la fin, là, dans celui-là, dans It Happened One Night, ils finissent ensemble et ça n'a aucun sens. Oui. Un truc que je trouve super dans Dirty Dancing, c'est qu'ils ne finissent pas ensemble. Et à la fin, bébé et Johnny se séparent et c'est en mode, oui, on sait qu'en fait, c'est pas possible notre histoire. Notamment parce qu'on vient de mondes beaucoup trop différents, en fait. Et que c'est un truc de vacances. C'est genre un été. On a pris le trope la lutte des classes, mais on avait failli prendre le trope l'amour de colonie de vacances. Vraiment, un spectrum incroyable réuni dans un seul film. C'est clair. Je pense que c'est un peu le seul exemple, moi, qui m'est venu, mais après, vous êtes vraiment plus experte que moi, donc peut-être vous aurez des exemples de trucs... Franchement, en termes de lutte des classes, donc t'as raison, c'est pas pour rien qu'il y a ce trope connu de l'appartement de Friends, qui est que pourquoi est-ce que dans les comédies et les rom-coms, c'est que des gens qui ont des appartes, c'est impossible. Et c'est vrai que là, je réfléchis, parce que comme c'est censé être feel good, les rom-coms, t'as pas souvent des gens qui ont des problèmes de thunes. Y a pas parce que que c'est pas feel good, c'est pas feel good, la précarité, c'est pas feel good. Peut-être les pauvres, si vous voulez être représentés à l'écran, devenez riches. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis c'est tout. Soyez feel good, en fait. Vous êtes pas assez feel good. Non, mais c'est vrai que je pense que, parce qu'il y a un peu, encore, c'est vrai que dans la série, il est plus riche qu'elle et elle est moins riche. Il y a des trucs comme Crazy Rich Asian ou 50 Shades of Grey, mais c'est toujours des gens riches. Mais encore une fois, c'est méga blindé et
un petit peu moins blindé. Oui, c'était prof à Harvard et ton mec, il est issu d'une dynastie de nouveaux riches à Singapour. Donc, on est quand même toujours dans le... Tu restes prof à Harvard, quoi. Donc. Presque, je peux comprendre. C'est vrai que c'est cool à voir 2 heures dans la vie d'un méga riche à Singapour. Hein. Bon, il y a un côté marrant, mais c'est vrai Non, mais que... du coup, c'est vrai que ça, ce que tu disais sur les riches, ils ont le temps de se préoccuper des questions d'amour, etc. Et les pauvres, ils ont un peu autre chose à foutre. Ça donne un peu une explication pourquoi on voit surtout des riches dans ce genre-là. Ah bah oui. C'est aussi parce que personne n'a envie de se projeter dans le quotidien de quelqu'un qui est en situation de précarité, je pense, parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur la rom-com, c'est que c'est vrai que c'est un genre qui est un peu une échappatoire au quotidien, puisque du coup tout se finit bien, on est heureux, c'est des gens qui sont beaux, c'est des gens qui ne ressemblent pas forcément, mais auxquels on peut parfois s'identifier. T'as quand même un truc, voilà, j'ai envie de regarder un truc où en sortant je vais être de meilleure humeur que quand j'ai commencé. Et c'est vrai que parler de précarité, c'est jamais très feel good, comme on l'a dit. C'est vrai. Donc, ça s'explique comme ça. Et t'as souvent, j'ai l'impression, les images un peu aussi parfois, là comme ça j'ai pas d'exemple, mais je sais que j'en ai déjà vu, où les héroïnes, à la limite, elles disent qu'elles sont en galère de thunes, mais c'est la façon genre quirky d'être en galère de thunes, en mode genre, ah non, j'ai encore été renvoyée de mon job parce que je suis trop mauvaise à mon job, ah mince, oups, genre... Meuf, Last Christmas. Oui, littéralement, Last Christmas, ah là là, j'arrête pas d'aller d'un appartement à un autre parce que je garde pas des jobs, ah mais c'est pas grave parce qu'après je rentre chez papa et maman, et c'est toujours un peu genre drôle, et à la fin il y a jamais vraiment de vraies difficultés. C'est pas, c'est pas un film de Ken Loach à la fin, quoi. C'est à la fin, t'es quand même contente de ce que t'as vu. Oui, c'est juste pour poser un peu un truc du personnage excentrique, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Qui tient pas en place, machin. Ouais. Et du coup, dans notre grand site de classification des films romantiques, donc on pourrait mettre ceux qui finissent bien et celles qui finissent pas bien, mais on pourrait aussi mettre les films qui présentent un idéal, dans lequel on peut se plonger juste le temps d'un film, mais qu'on souhaite pas pour nous-mêmes, soit parce qu'il est problématique, soit parce que c'est que des riches, etc. Et les films qui présentent un peu des situations plus réelles et qui du coup sont peut-être politiquement plus intéressants, mais en même temps c'est pas trop des échappatoires. J'ai grave envie de faire, tu sais, les axes là, en mode c'est une croix comme en maths et faire un nuage de points ou des diagrammes de veines où au milieu il devrait y avoir le truc genre politique, réaliste, feel good, mais un peu qui te fait rêver. Je crois pas encore que ça existe honnêtement, mais et puis après il y a aussi un axe hétéro-queer. C'est ça. Toxique, trop gentil. Il y a trop de paramètres dans ce classement. Je pense qu'il va falloir simplifier un peu. Ce serait un très gros diagramme. C'est trop gros. Beaucoup de cercles. Le jour où on a le temps, on s'y met à plusieurs, on peut faire ça. Hein. Le jour où je démissionne. Et au-delà de ces nombreuses dialectiques de la comédie romantique, ça fait un peu sérieux de le dire comme ça. Je voulais terminer avec une question un peu, puisqu'on est revenu quand même pas mal loin dans l'histoire du cinéma, avec 2-3 anecdotes dans le quiz tout à l'heure, et puis là peut-être avec New York, Miami. Et si on remonte un peu plus loin dans la comédie et le film d'amour, c'est quoi vos rêves? Certains Lame Show de Billy Wilder, c'est un de mes films préférés. Ouais, j'allais dire, c'est excellent ça. Ouais, c'est vraiment excellent. Alors c'est une comédie qui parle de relations romantiques qui n'aboutissent pas forcément d'ailleurs, mais c'est pas du tout à proprement parler une rom-com, ce qui est l'unique et seule raison pour laquelle je n'ai pas pu pousser Flore à le traiter de rom-com. Je ne l'ai jamais vu, sachez-le. C'est une merveille de scénario, de comédie. C'est intelligent, ça questionne le genre, ça questionne plein de choses qui à l'époque n'étaient pas très questionnées. En fait, alors évidemment, il y a des écueils majeurs, hein, parce que c'est quand même un film de l'époque, on appellerait ça comme ça. Donc bon, il y a des choses auxquelles... Il est dans son jus. Voilà. Bon, je ne m'étendrai pas plus pour laisser la parole à mes comparses, mais ouais, moi c'est mon classique histoire d'amour de cette époque-là, c'est Some Like It Hot. Ouais, mais en plus il a un point commun avec ce que Raph vient de dire, c'est le côté nomade, parce que c'est un film qui se passe sur une tournée musicale, donc il y a aussi ce côté du voyage, la proximité dans les moyens de transport, etc. Oui, et puis même lui, celui qui va finir par séduire Marilyn Monroe se fait passer pour plus riche qu'il ne l'est aussi. Donc il y a aussi un truc de classe sociale, puisque en fait ce sont deux artistes qui sont sans le sou, on va dire ça comme ça, qui tombent tous les deux amoureux plus ou moins d'une chanteuse d'une troupe. Et ça a l'air super bien, hein. C'est trop bien. Enfin, juste tu m'avais pas, mais tu me l'avais jamais vraiment résumé, donc j'ai jamais vraiment regardé. Mais attends, j'ajoute à mon résumé. Ils se travestissent en femmes pour intégrer la compagnie. Quoi? C'est ça, mais c'est ça, quoi? Mais qu'est-ce
qu'est-ce que j'attends? Non mais clairement, moi j'avoue que ce qui est un peu film plus ancien, j'ai beaucoup moins de refs. Je sais que quand j'étais au collège, j'étais obsédée avec Diamant sur canapé parce que j'ai eu ma période Audrey Hepburn, c'est-à-dire que j'avais, vous savez, le tableau de Audrey Hepburn avec sa cigarette sur sa porte-cigarette, comme à peu près toutes les meufs de mon âge à cette époque. Mais je sais que mon papa m'avait fait voir le Hollandais volant, ça s'appelle, où c'est une histoire d'amour maudite avec le mec, son bateau. J'ai très peu de souvenirs. Par contre, je me souviens aussi d'avoir vu Casablanca. Je me souviens très peu de ce film, mais je me souviens de la fin. Pas du tout une comédie. Oui, mais histoire d'amour. Et je me souviens de la fin où il est dit genre, il nous restera toujours Paris ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais 8 ans et j'étais genre gagged. J'étais là genre, oh my god. Mais c'est très vague. J'en ai très peu vu. J'avoue que moi, j'ai vraiment en fait commencé mon amour des rom-coms dans les années 2000 et du coup, je suis plutôt spécialiste. En fait, si je devais dire que j'étais une historienne de la rom-com, je me situerais plutôt spécialiste de la période des années 2000, tu vois. C'est bon, ta thèse, tu la feras sur cette période. Ah, c'est ça. Hey, moi, tu viens de lancer Audrey Hepburn et on a parlé de librairie juste avant. Ça me fait penser que j'aime vraiment beaucoup le film Funny Face de Stanley Donen qui s'appelle Drôle de frimousse en français. C'est mignon. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il parle d'un enfant. Ouais, c'est ça, infantilisation de Audrey Hepburn. Ouais, mais ça, c'est un autre podcast qui peut durer 3 heures. Mais c'est vraiment un super film. C'est une comédie musicale très très drôle, très très méta. Tout le monde est super bon. La direction artistique est incroyable. Et ouais, voilà, Funny Face. Carrément. Ouais, d'ailleurs, je pense que l'infantilisation des femmes, c'est peut-être le gros angle mort aussi de pas mal de films dont on a parlé ensemble là. La bébétification en fait, au-delà de l'infantilisation, parce qu'elles sont souvent quand même utilisées comme objet sexuel, etc. Alors ça va de pair, puisque de toute manière tout ce qui est un petit peu pédophile, incestueux, c'est rentrer dans les mœurs entre guillemets de la comédie romantique pour une raison qui m'échappe. Et non, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce genre de choses. C'est terrible. Mais surtout en France, où on adore glamouriser ça. Mais bref, au sujet aussi. Et qui font des films. Parce qu'en plus, il y a ce truc où c'est souvent des gens qui ont, enfin, je sais pas, genre Bridget Jones et tout, cet archétype-là, c'est des meufs de 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais qui ont pas d'enfants, donc qui sont pas complètement adultes au sens de la bonne société américaine. Oui, et souvent c'est un problème. Bridget Jones, c'est un problème dans sa vie. Et ce truc, ça les ramène, je pense, symboliquement dans la, enfin, selon la pensée dominante, à un truc un peu enfantin, quoi. On terminerait avec, comme à la fin de chaque épisode, des conseils, encore que ça fait déjà un paquet de minutes qu'on a fait des conseils, mais je vous avais lancé avec des conseils à contrainte, histoire du cinéma. On va terminer avec, comme, conseiller ce que vous voulez un peu dans le thème ou des choses auxquelles l'épisode d'aujourd'hui vous a fait penser, des films dont on n'aurait pas parlé et dont on aurait bien tort de pas parler en terminant l'émission. Est-ce que ça vous donne des idées, Clara? Oui, j'ai envie de parler de mon amie Marie, tout d'abord, qui m'a demandé j'écoute Rom-Comment et c'est trop chouette, mais comment est-ce que je fais regarder une comédie romantique à mon mec qui n'en a jamais vu et qui est un peu en refus d'obstacle, mais en même temps veut bien essayer si c'est pas un truc trop cucul la praline. Eh bien, à cette personne, j'ai recommandé About Time, Il était temps, qui est scénarisé par Flore fait une danse de la joie, qui est scénarisé par Richard Curtis, qui est un film britannique sorti dans les années 2000, qui est assez exceptionnel, je dois le dire. Alors par contre, Trigger Warning, c'est une comédie romantique dramatique. C'est-à-dire que c'est très drôle. C'est pour Alice, ça, attention. Vous Attention, allez Alice. pleurer. On vous dit pas pourquoi, mais vous allez pleurer. Je ne vous dis pas pourquoi, mais on a dû arrêter le visionnage avec ma meuf parce que vraiment on était en pur sanglot. Et Mais c'est trop beau, c'est très beau film. C'est très touchant. C'est génial. Alors par contre, si je peux me permettre, le héros est un peu un nice guy de merde, mais l'histoire d'amour est intéressante évidemment puisque c'est dans le prisme de la rom-com. C'est pas ce qui va vous faire aimer ce film. Ce qui va vous faire aimer ce film, c'est un tout. Et pour en persuader peut-être d'autres qui seraient un petit peu réticents à l'idée de regarder une comédie romantique, c'est une comédie romantique fantastique. Oh, Un malin. sympa. Réussi à attirer les mecs avec un peu de science-fiction. Il y a du voyage dans le temps, donc les Nolan Zoos, c'est pour vous. C'est comme ça qu'on les attrape. Sens critique, c'est pour toi. Comment réussir sa soirée hétéro. La liste. Quel enfer. Flore, t'as encore un conseil? Moi, je vais pas vous recommander un truc pour réussir votre soirée hétéro. Je vais rebondir sur un peu ce dont on a parlé, le fait que les hommes ne regardent pas de comédies romantiques, mais aussi que les personnes hétéros ne regardent pas forcément des comédies romantiques queer.
Et notamment, il y a un vrai angle mort dans le public, c'est les comédies romantiques queer entre femmes. Parce que il y a quand même un énorme public féminin pour les histoires d'amour entre hommes. Si vous avez été un jour sur Tumblr, vous le savez. Si vous avez été un jour sur Wattpad ou les fanfictions, vous le savez. Oh oui. AO3. Et voilà. Et il y a un peu même j'ai pas le temps de rentrer dedans, mais une romantisation, une fétichisation des relations gays par des femmes, voilà, hétéros qui est problématique, mais c'est encore autre chose. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, les gens ne s'intéressent pas aux histoires d'amour entre femmes. En fait, les seules personnes qui regardent les histoires d'amour entre femmes, c'est les femmes qui aiment les femmes, ou les personnes qui aiment les femmes. Qui ne sont pas des hommes. Bref, et du coup, je recommanderais le film Bottoms, dont on a parlé plus tôt, qui est, je ne peux pas mieux le décrire que ces fight clubs avec des lesbiennes qui sont des losers au lycée. Et c'est extrêmement absurde. Il y a Ayo Edebiri. Désolée, je trouve. Merci. La comédienne de The Bear qui a gagné le Golden Globe et l'Emmy de la meilleure comédienne. Incroyable et qui fait beaucoup d'impro, c'est super drôle. C'est vraiment genre c'est la teen movie comme on aime, complètement absurde et avec en plus un spin queer et spécifiquement de femmes queer. Donc Bottoms pour moi. Voilà. Excellent. Alice, qu'est-ce qu'on met dans la dernière liste de conseils d'aujourd'hui? J'ai bien aimé récemment Always Be My Maybe. Oui, c'est qui vrai. est une comédie romantique qui a l'intérêt de déjà présenter des personnages asiatiques, ce qui change un peu, qui est assez cool à regarder, qui est assez drôle. Les personnages sont tous drôles et il y a une partie centrale avec Keanu Reeves qui joue son propre rôle en s'auto-caricaturant comme s'il était un immonde connard alors qu'on sait que c'est normalement plutôt un nice guy. Et du coup, c'est extrêmement drôle et croustillant de le voir jouer une espèce d'acteur fan de lui-même, ultra classe, qui va dans des restaurants 3 étoiles. C'est vraiment une comédie romantique très drôle. Cool. Et si je peux me permettre d'ajouter à ton conseil, la comédienne Ali Wong, elle est aussi très drôle. Elle a un comedy special sur Netflix qui est vraiment, vraiment très, très drôle. Exceptionnel. Et moi, je rajouterai un dernier conseil aussi. En fait, j'avais 2 idées, mais on a déjà beaucoup parlé de Nancy Meyers, The Holiday, tout ça. Mais regardez It's Complicated, pas si simple en français, qui est avec Meryl Streep et Alec Baldwin et Steve Martin. C'est en 2009, donc tout ce monde-là est plus tout jeune. Donc c'est une comédie romantique, mais qui parle donc plutôt de la soixantaine là. J'ai vraiment aimé ce film, c'est très drôle. Mais sinon, j'ai découvert un peu par hasard sur Netflix le film Random Hearts, l'ombre d'un soupçon en France. Un film de style Sidney Pollack avec Kristen Scott Thomas et Harrison Ford, qu'on n'attend pas forcément du coup dans un film où ils tombent amoureux. Mais donc, c'est un film d'enquête à moitié, puisqu'ils découvrent que leur conjoint et conjointe les trompaient ensemble au moment où ces deux-là meurent dans un crash d'avion. Et donc, il y a à moitié une enquête, à moitié une intrigue romantique, à moitié du deuil et du complot en même temps. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment Clara, elle a vraiment sorti son stylo, elle l'a agité pour prendre une note immédiatement. Je dois vous dire quelque chose. J'ai 3 faiblesses. Ces 3 faiblesses s'appellent Leonardo DiCaprio dans Titanic et Roméo plus Juliette. Pedro Pascal dans The Last of Us. Et Harrison Ford dans... Toute sa carrière. Non, okay. Oui, alors, en vrai, je pourrais dire toute sa carrière, mais Blade Runner, Star Wars... Enfin, c'est les hommes qui m'ont fait me dire... peut-être que... Non. Mais, ils sont, tu vois... c'est le moment où il a douté. J'ai envie de lui dire, Harrison, please always be my maybe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment que je note une comédie romantique avec Harrison Ford dedans. Ah, c'est pas une comédie romantique, hein, c'est un film d'amour. C'est pas une comédie. Oui, un film d'amour. Mais un film où Harrison Ford tombe en amour, je m'y attendais pas forcément non plus. C'est vrai qu'il n'a pas trop cette image-là. Non, pas trop. On termine l'émission, comme d'habitude, par la traditionnelle auto-promo. C'est le moment de lâcher vos Twitter, vos Insta, tout ce que vous voulez. Flore, où est-ce qu'on te retrouve? Et puis, évidemment, parler du podcast en terminant. Bah oui, je vais plutôt plug le podcast, c'est le plus important. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @romcommand le podcast, et sur Twitter, @romcommand le pod, parce que podcast, ça rentrait pas. Voilà, les vrais savent. Et vous pouvez nous retrouver Romcommand sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts que vous connaissez. Et j'ai également un petit Insta où je donne des revues de tous les livres que je lis. Ça s'appelle Bibiberry Books avec que des Y, mais vous pourrez trouver le lien dans la description de Romcommand quand vous irez vous abonner à l'Instagram de Romcommand. Mais oui, on va aussi le mettre dans la description de cet épisode, mais allez quand même vous abonner à Romcommand. Évidemment. Ça ne vous empêche pas. Clara, tu veux en ajouter un petit peu? Oui, je vous incite très fortement à aller écouter notre dernier épisode. Si vous aimez entendre parler de Nora Ephron et Nancy Meyers, ça devrait vous intéresser.
Je peux pas te dire exactement ce que c'est parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, cet épisode n'est pas sorti et je ne vais pas donner exclusivité, même si ça va te révéler très vous vite. l'écoutez, normalement, il est sorti, je pense. Ah oui, à l'heure où vous l'écoutez, il est sorti. C'est pour ça. Je me dis, allez écouter notre dernier épisode, on en est assez fiers. Parce que on s'est un peu replongé dans la rom-com traditionnelle. Classique. Et ça nous a fait très plaisir. Après 5 ans où on a quand même analysé les 5 Twilight, ça fait plaisir de se plonger dans une véritable rom-com. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @clacopou. Je poste pas grand chose si ce n'est des choses un peu militantes et des endroits où il fait bon être gros dans la France quand j'en rencontre. Excellent. Voilà. Alice? J'ai une actu pour une fois. C'est vrai, bah vas-y. Ouais, j'ai participé à une table ronde dans le marathon de stream du festival lyonnais Les Intergalactiques sur le sujet outrage et rébellion dans la science-fiction au cinéma avec Loumi, qui est déjà passé dans notre podcast, de la chaîne Vidéodrome et Bolchegeek, et c'était vraiment très sympa comme discussion. Et je pense que l'émission devrait être bientôt disponible sur YouTube, sur la chaîne des Intergalactiques. Trop bien. Et sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter et tous les autres copies de Twitter @philopoulpe. Excellent. Raph? Ben, moi, j'ai pas d'actu particulière, à part Raphaël Jodon sur à peu près tous les réseaux que vous voulez. Mais peut-être on peut en profiter pour dire un mot sur aussi l'actu de Une invention sans avenir et la lettre ouverte à Irène Jacob. Bah oui, vas-y. Parce que j'ai pas d'actu non plus. Comme je finis ma thèse, j'ai arrêté tous mes projets de radio. Fait que j'ai pas d'actu non plus. L'actu, c'est terminé, mais l'actu du cinéma, c'est que toutes les semaines, en cherchant un peu, on trouve un nouveau violeur, quoi. Donc, dans les personnes qui ont été encensées par la critique pendant des années, etc. Donc là, c'était Depardieu. Ensuite, il y a eu Jaco. Ensuite, Doillon, tout ça. À l'heure où vous écoutez ce podcast, il y en a peut-être encore 2 autres. Sûrement, ouais. Mais c'est Doillon qui est tombé aujourd'hui, non? Ouais, exactement. Ouais. Hier. Comme ça, vous savez quand est-ce qu'on enregistre. Un 10 pour vous chez vous. Un 10. Donc voilà, il y a quelques semaines, on avait lancé cette lettre à Irène Jacob avec des dizaines d'autres cinéphiles plutôt de la création sur internet et tout ça, présidente de l'Institut Lumière, pour lui demander de retirer le prix Lumière à Gérard Depardieu, parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser habituellement dans les prix de cinéma, un prix qui récompense plutôt l'homme que l'artiste pour une fois, quoi. Donc on se disait que l'homme, il avait peut-être pas à être trop récompensé en ce moment, et que ce serait pas mal symboliquement que les institutions fassent quelque chose là-dessus. Pour l'instant, ils nous ont laissé en vue. Malgré un article dans Voici. Hein. Oui, quand même. Ouais. Donc voilà, si vous aussi ça vous révolte un peu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez toujours signer aussi en votre nom, qui que vous soyez, cette lettre à Irène Jacob. Il suffit de nous envoyer un petit DM, on vous ajoute dans la liste, et puis ça se passe comme ça ici. C'est totalement démocratique. Voilà. Et on espère que la prochaine fois qu'on enregistre un épisode, on aura eu une réponse et qu'on pourra faire une longue dissertation pour répondre au blabla macroniste qui nous aura été répondu probablement. Ouais, voilà. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, un truc misogyne horrible. C'est vrai. Donc un truc macroniste finalement. Bah voilà. C'est la même. Probablement on aura 0 réponse et qu'il se passera rien, mais écoutez, on n'imaginait pas ne pas se positionner, donc on l'a fait. Mais c'est sûr que là, on pourrait faire la liste parce qu'on a commencé avec Depardieu et l'Institut Lumière. Il y avait pour plein de bonnes raisons, notamment le fait que Irène Jacob est devenue présidente récemment, donc elle serait à une bonne place pour défaire ce que d'autres avant elle avaient fait, ce qui est peut-être un peu moins délicat symboliquement. Mais bon, on s'attend pas à un miracle non plus, mais vous pouvez donc continuer à soutenir cette tribune en la lisant, la partageant et la signant, même si vous avez envie. Ça se trouve sur le Club Mediapart et puis vous cherchez ça sur notre Twitter ou Instagram. C'est ça. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous au micro pour cette émission vraiment très très cool. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve la fois prochaine dans 4 à 6 semaines à peu près. J'aurai rendu ma thèse. J'irai mieux. J'aurais pas encore soutenu ma thèse. Fait que on va fêter par étapes, les amis. Pour un nouvel épisode du Balado, une invention sans avenir. Bye tout le monde. À plus. Salut. Merci. In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. In declaring myself thus, I am fully aware that I will be going expressly against the wishes of my family, my friends, and I hardly need add my own better judgment. You know the thing about romance is people only get together right at the very end. Of course.
I have come to feel for you a passionate admiration and regard, which despite all my struggles has overcome every rational objection, and I beg you most fervently to relieve my suffering and consent to be my wife. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.